Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, le second volet de ma grande formation sur Prusa Slicer. On va s'attacher aujourd'hui à décrypter un petit peu tous les réglages qu'on peut trouver et essayer de comprendre ensemble quels sont leurs usages, quel est l'impact d'un choix sur la pièce et sur le rendu que vous allez imprimer. Pour prendre un exemple, par exemple, on va parler des périmètres et savoir pourquoi mettre 2 ou 3 ou 5 périmètres. Voilà, ce genre de choses. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je vous mets ici la vignette, vous pouvez retrouver le lien en description. Il s'agit donc d'une formation complète, elle dure longtemps. Je vais dans les détails et j'essaye vraiment de vous expliquer le plus simplement du monde. Alors, la formation est sur Prusa Slicer, mais ce que vous allez trouver dans la vidéo ici s'applique à la plupart des slicers. Donc si vous n'utilisez pas Prusa Slicer, mais que vous avez envie de comprendre la logique derrière les choix que vous pouvez faire avec le slicer que vous utilisez, cette vidéo n'est pas perdue. Je pense que vous pourrez y trouver de bonnes bases. Alors, vous l'avez vu et vous pouvez le sentir, cette formation a demandé du temps de travail et de préparation et est entièrement gratuite pour vous. Donc, si vous voulez me donner un coup de pouce, malgré tout, parce que cette formation vous a été très très utile, il y a le bouton Super Thanks, donc vous pouvez me payer un petit café avec ça. Il y a avant tout les likes et puis si vous regardez sur mobile, même si une formation aussi complète et aussi longue sur mobile, bon, pourquoi pas, vous pouvez swiper là pour faire le petit boost. Et sinon, il y a aussi le lien vers une wishlist Amazon. Voilà, si vous voulez me faire un petit cadeau, vous pouvez choisir par ce biais-là. Allez, on se plonge tout de suite dans cette formation. Alors, petite pub, entre-temps, j'ai créé un nouveau groupe Facebook qui s'appelle Techna Hub, qui est, voilà, j'étais un petit peu fatigué des différents groupes dans lesquels il y a beaucoup de négativité, beaucoup des fois de méchanceté envers les plus grands débutants, par exemple, beaucoup de règles, voilà, vraiment très peu de communautés qui sont très libres. Et donc, je vous invite, le lien sera en description, à venir. Il n'y a pas d'inscription, c'est un groupe public, ouvert. Vous pouvez venir, voilà, il n'y a pas de demande d'adhésion. Et vous pouvez venir partager, discuter, venir poser des questions. Il y a également un onglet achat-vente. Alors là, le groupe existe depuis hier, au moment où j'enregistre ceci. Donc on est 229 membres. C'est un groupe que j'espère voir grandir, évidemment. Et ça doit être la porte d'entrée de toute votre expérience de maker. Vous voulez vendre une machine, vous voulez poster une vidéo de vous ou d'un youtubeur que vous appréciez, au-delà des miennes, puisque voilà, moi je suis pas, j'essaye pas de protéger mon groupe pour que ce soit mon contenu qui soit mis en avant, mais que tout le monde puisse mettre son contenu en avant. Donc vous êtes créateur de contenu, venez poster vos vidéos pour informer tout le monde que vous avez fait une vidéo qui est sortie. Qu'on s'entende bien ou non, ça ne change rien, je ne filtrerai personne. Vous avez vu une vidéo d'un créateur de contenu qui vous plaît et que vous voulez partager avec les autres, venez la partager. Vous avez fait un projet, vous êtes simplement content de montrer ça et vous ne voulez pas être sur un groupe où on vous dit ouais mais pourquoi tu montres ça, c'est inutile ou c'est moche. Voilà, la seule modération que je donnerais, c'est s'assurer à ce qu'on ne critique pas inutilement les gens au-delà du respect. Dire ouais, c'est moche ce que tu présentes ne fait pas partie des choses que j'aimerais bien voir sur ce groupe. Pour le reste, ce groupe sera libre et ce sera le vôtre. Donc, n'hésitez pas à venir, le lien est en commentaire et puis maintenant la vidéo commence. Bon, alors première chose à savoir, quand on est dans l'interface ici, on a le mode qui va correspondre en fait à la quantité de réglages qu'on a de disponible. Plus on met un mode compliqué, entre guillemets, donc vous voyez, on a mode expert, mode normal ou mode débutant. Quand on met en mode expert, on a accès à tous les réglages. Moi ici, je vais rester en mode expert pour vous expliquer les réglages. Vous pouvez également vous mettre en mode débutant et vous verrez qu'on a accès à une quantité plus limitée de réglages. Vous voyez ici, quand je suis en mode débutant, j'ai vraiment que quelques réglages. Et ça peut être rassurant si vous voulez pas trop vous casser la tête. En général, quand on a besoin d'aller beaucoup plus loin, c'est qu'on sait exactement ce qu'on fait.
Donc pour avoir accès à nos réglages d'impression, eh ben, c'est pas dur, hein, en français, hein, puisqu'ici je fais la vidéo sur l'interface en français. En français, c'est écrit réglages d'impression. On a cet onglet ici, on va venir cliquer dessus. On peut aussi venir régler les filaments, on regardera ça un peu plus tard dans la vidéo. Et on a aussi quelques options de réglage qui sont vraiment spécifiques à l'imprimante. Donc ça, c'est sur l'onglet ici à côté. Je regarderai aussi dans une troisième petite partie de cette vidéo, qui est elle-même la deuxième partie d'une formation plus large, quelles sont les choses qui sont intéressantes à venir regarder ici. Et petit point, hein, vous voyez ici, on a différentes couleurs. Hein, ici, vous voyez, c'est vert, là c'est rouge, là c'est jaune. Et bien, ça rappelle le degré de difficulté, entre guillemets, hein, qu'on a choisi ici. Donc, les points rouges, ce sont les réglages qui sont disponibles uniquement en mode expert. Hein, si je me mets en mode normal, et ben vous voyez, j'ai les points jaunes et les points verts. Et si je me mets qu'en mode débutant, et ben je n'ai que les points verts. Donc ça, c'est voilà, c'est pas plus mal à savoir. Alors, quand je suis dans réglage d'impression, donc on a ici en dessous, alors déjà le nom l'indique, hein, ce sont les réglages qui vont avoir un impact sur l'impression du modèle qu'on aura choisi. Donc le premier sous-menu qu'on peut voir, c'est le menu couche, enfin sous-menu couche et périmètre. Dans ce sous-menu, on va trouver toutes les options qui permettent de définir la qualité et la solidité d'une impression. On y règle notamment l'épaisseur de couche, le nombre de périmètres, donc les coques externes, les couches supérieures et inférieures, la largeur d'extrusion, etc. Mais on regarde ça en détail. Alors, le premier cadre, c'est hauteur de couche. Donc, je suis bien en mode expert. On a ici, déjà, ça c'est quelque chose qui est intéressant à savoir, hein, c'est que si on laisse ici, on a un petit menu qui nous explique à quoi sert cette option. Donc, en fait, qui explique ce que je suis occupé d'expliquer. Et vous voyez qu'on a un petit lien. Si on clique dessus, il nous propose d'ouvrir. Et on a ici un article sur le site de Prusa qui vient expliquer en détail les informations, hein, celles donc qu'on retrouve dans la vidéo. Alors non, je ne vais pas juste lire ce que je vois là dans la vidéo, mais en tout cas, c'est une information qui est utile si vous préférez, par exemple, lire et pas m'écouter avec ma voix mélodieuse pendant trop de temps. Alors donc, la hauteur de couche, qu'est-ce que c'est? La hauteur de couche, ça pilote un petit peu le temps d'impression et puis en même temps la résolution verticale. C'est-à-dire que plus c'est fin, plus c'est long et détaillé. Et plus c'est épais, plus c'est rapide, mais les strates, donc les lignes, seront visibles. Une petite règle pratique, hein, c'est d'essayer d'être plus petit ou égal à 80% du diamètre de la buse. Par exemple, si on a une buse de 0,4, la hauteur de couche maximum sera de 0,32. Et vous voyez qu'on a ici une différence entre hauteur de couche et hauteur de couche de la première couche. On pourrait par exemple se dire qu'on veut imprimer très très fin, hein, par exemple en 0,12, et je vous montre après l'impact, mais garder quand même 0,2 pour la première couche, par exemple pour avoir une meilleure accroche. Pour vous montrer concrètement ce que ça fait, imaginons que je prends ici mon buste de Sadako. Alors bon, ça c'est un modèle que j'ai modélisé moi-même, et on va le slicer. Donc on va le découper avec une hauteur de couche de 0,2. Donc on a bien ici la hauteur de couche de 0,2. Je fais la découpe et vous pouvez voir qu'on voit, on voit évidemment si on regarde de près, on voit les lignes d'impression qui sont inhérentes à la manière dont l'imprimante va imprimer les couches. On les voit comme ceci et sur le modèle, on finira par les voir. Elles ont une certaine épaisseur. Hein, vous voyez ici, c'est ça la hauteur de couche. Donc c'est là où vous pouvez sentir ce que j'ai dit avant. Hein, plus la hauteur de couche est petite, plus ça va être fin. Donc moins on va voir ces petites lignes. Si je l'imprime comme ça tel quel, alors il y a d'autres considérations, remplissage, etc. Mais si je l'imprime comme ça tel, j'en ai avec cette imprimante-là pour 12 heures d'impression. Imaginons que je viens diminuer ici ma hauteur de couche. Je me mets en 0,12 et je change à aucun des autres paramètres. Je refais ma découpe et on peut voir que les lignes sont plus fines. Donc l'impact visuel sur la pièce sera moindre. C'est comme ça qu'on peut avoir des pièces de très très belle qualité. On peut même encore descendre à 0,08 si on voulait, avec une buse de 0,4. Mais vous voyez qu'on a un impact sur le temps d'impression qui est considérablement augmenté, hein, puisqu'on est à 19h21 au lieu de 12h.
Alors vient ensuite la question ici des périmètres, hein. On voit les parois verticales, les périmètres. Ici, c'est un point qui est quand même important à savoir, c'est que on pense souvent et à tort que c'est le remplissage et uniquement le remplissage qui va avoir un impact sur la solidité d'une pièce. Alors, il y a d'autres paramètres. Évidemment, le polymère utilisé, si on imprime en PLA, le PLA a une résistance au choc, une élasticité qui est moindre et donc va casser plus vite, par exemple, que de l'ABS. C'est pour ça qu'on va conseiller d'utiliser de l'ABS si on veut ou du PETG, qui a également une meilleure résistance que du PLA. Il y a également la manière dont on imprime le modèle qui va avoir un impact sur la solidité de notre pièce. Le remplissage, on le verra après, contribue évidemment, hein, on ne peut pas dire le contraire, à une certaine solidité, mais c'est surtout les périmètres qui vont faire la différence. De base, ici, le périmètre est réglé à 2, et c'est d'ailleurs le minimum. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire de monter à 10 lignes, 15, 20, 30 périmètres, puisque là, il s'agit de choses qui sont entièrement solides, hein. Il n'y a pas de question de remplissage dans le périmètre. Donc plus on met de périmètre, plus ça va utiliser de la matière et plus ça va augmenter le temps d'impression. Donc, et de manière générale, dans l'impression 3D, tout est une question d'équilibre. Il faut toujours trouver le point d'équilibre entre la matière utilisée, le résultat voulu et le temps que ça demande. Si j'imprime ici mon modèle avec 2 périmètres, on a ceci. Si je viens descendre ici ce slider, on les voit les 2 périmètres. On a le périmètre extérieur qui est en orange et le périmètre intérieur qui est en jaune. Ça fait 2 périmètres. Je reste sur l'idée que je vais imprimer en 0,12 et je suis à 19h21. Alors je vais vous expliquer après quel périmètre et combien de périmètres mettre en fonction de quelle pièce. Moi, par exemple, je mets à 3 habituellement. C'est un petit peu la valeur que j'ai décidé, qui était une valeur indicative. Quand j'ai pas besoin de résistance mécanique particulière, je vais mettre 3 périmètres. Donc, je vais plutôt faire ceci et je reviens et je refais mon découpage avec 3 périmètres. Et on peut voir qu'un seul périmètre de plus, hein, vous voyez ici, donc on a bien un périmètre extérieur et 2 périmètres intérieurs. Donc, un seul périmètre de plus, ça me coûte 3 heures ou à peu près 2 heures et demie d'impression en plus. Alors, on va retenir maintenant donc 22 heures d'impression avec 3 périmètres et une utilisation de filament de 114 grammes sur ce modèle-là pour le périmètre intérieur, hein, vous voyez la ligne jaune, et 59 grammes pour le périmètre extérieur. Je vais maintenant me dire, je vais mettre 5 périmètres parce que ma pièce doit être hyper solide, alors c'est pas forcément opportun pour une pièce comme celle-ci, et d'ailleurs je vais vous le dire maintenant, donc 3 périmètres me paraît être des propriétés très acceptables pour des pièces comme ça décoratives. On n'a quand même pas envie qu'elles se cassent ou qu'elles aient l'air toutes fragiles quand on les touche, ou qu'elles se cassent quand elles tombent. Pour des pièces techniques qui ont besoin de solidité, moi en général je mets 5 périmètres. Voilà. Et donc à 5 périmètres, je passe, le périmètre externe, il n'y en a toujours qu'un seul, donc ça ne change pas, 59 grammes, mais par contre je passe à 216 grammes de filament utilisé, mais surtout regardez le temps d'impression, il a encore augmenté, hein, puisqu'on est maintenant à 26 heures. Donc 1 jour et 2 heures, même presque 27 heures. Comme vous pouvez le voir, hein, le périmètre a quand même un impact vraiment fondamental sur le temps d'impression et sur cet équilibre ressources-temps d'impression, mais va également avoir un impact fondamental sur la solidité de votre pièce. Alors, petit truc, si vous vous dites, moi je m'en fiche, je veux un machin le plus solide complet, imaginons, je sais pas moi... on va prendre un cylindre, mais imaginons vous avez imprimé une petite pièce, ça c'est une pièce technique, hein, on va dire, voilà, comme ceci, comme une petite pièce, et vous la voulez la plus solide possible, le mauvais réflexe serait de se dire, ce que je vais faire, c'est, hop, je vais remettre mon nombre de périmètres à 3, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un remplissage à 100% et découper. Donc voilà, on pourrait se dire que ça, c'est ce qu'il y a de plus solide. En fait, non. D'un point de vue mécanique, si vous voulez vraiment une pièce qui est 100% solide,
en fait, vous n'agissez pas sur le remplissage, mais vous agissez sur les périmètres. Mettez, hop, 100 périmètres si vous voulez. Et là, ben, comme vous voyez, on n'a même pas de remplissage intérieur, en fait. Et là, comme ceci, la pièce sera extrêmement solide. Mais par contre, l'impact sera énorme si votre pièce est plus... Enfin, voilà, c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille, de faire un nombre de périmètres comme ceci, mais c'est pour vous donner les clés pour faire votre propre réflexion par rapport à la solidité d'une pièce, parce que regardez l'impact, si je reprends maintenant mon modèle de Sadako et que lui, je le fais en 100 périmètres, on a 3 jours et 21 heures, donc presque 4 jours d'impression si je le fais comme ça, sans compter... Alors ici, c'est tout lent, et c'est tout lent pourquoi ? Parce qu'il y a énormément eu de calculs et que le rendu est compliqué. Et si on regarde l'intérieur, je n'ai pas de remplissage, je n'ai que du périmètre. Ah oui, et aussi non, l'impact, regardez, on est en périmètre à presque 2,4 kg de filament. Donc... Alors là, ce sera solide. Si vraiment vous avez envie d'imprimer quelque chose de lourd, de très lourd, c'est le meilleur moyen de le faire. Alors, petit point, je vous ai dit que j'avais tendance à garder 3 périmètres toujours. J'ai la possibilité, plutôt qu'avoir à chaque fois devoir l'indiquer, de créer un profil. Donc, simplement en cliquant ici sur la petite icône de disquette, je clique enregistrer le pré-réglage. Je dois lui donner un nom. Par exemple, je vais mettre que ça, c'est mon profil de base, Thierry Van Bever. Et désormais, dans mes pré-réglages utilisateurs, j'aurai ce profil qui prend en compte toutes les modifications que je lui fais de base. Bon, alors, vase spirale, ça dit bien ce que ça dit, ça permet d'imprimer en mode vase. Alors, le mode vase, c'est quoi ? Pour comprendre, il faut revenir à la logique d'impression en impression 3D filament, c'est-à-dire qu'on va imprimer des couches successives. Donc, là, la buse va venir faire un tour avec une couche, et puis elle va monter d'un cran et refaire un autre tour, et donc on a chaque fois un point d'entrée, un point de sortie. Et d'ailleurs, on le verra plus loin, une option à propos des coutures, puisque la couture, c'est justement l'endroit où la buse s'est arrêtée, est montée d'un cran et est repartie. En mode vase, donc ici vase spirale, il n'y a jamais cette interruption. Ça imprime tout d'un coup. Alors, vu la logique, il ne peut faire qu'un seul périmètre, donc on ne peut pas imprimer autre chose qu'un seul périmètre avec cette logique-là, mais c'est comme ceci qu'on peut par exemple faire des vases. Je vous montre, imaginons que je prenne une sphère, voilà, je l'agrandis, je vais la découper, voilà comme ceci, et je me dis, ça j'en ferais bien un bol, pour mettre des petites choses dedans, des clés USB sur mon bureau ou quelque chose comme ça. Si j'imprime comme ça, je ne sais rien mettre dedans, donc il faudrait que je vienne creuser à l'intérieur. Je pourrais simplement me dire, dans ce cas-ci, j'active le mode vase spirale, et quand je vais trancher, il va imprimer qu'un seul périmètre, mais d'un coup. Donc ça veut dire qu'il va vraiment tourner et monter, hop, pour arriver à ceci. Donc voilà le mode vase spirale, c'est comme ça qu'on peut imprimer des vases, et c'est pour ça aussi que quand vous choisissez un modèle de vase, par exemple sur Printables, ils sont comme ça. Je sais qu'il y a certains qui m'ont dit je vais imprimer un vase, mais il est plein, comment je fais ? Il est comme ça, il est plein parce qu'en fait, il faut activer cette option pour qu'il soit comme un vase. Attention, c'est impossible d'avoir quelque chose de solide dans ce mode-là, puisqu'on n'a toujours qu'un seul périmètre, et on n'a aucun remplissage. Alors, pour les coques horizontales, ça peut porter un autre nom dans d'autres slicers, coque supérieure et compagnie. Je vais vous expliquer. Je reprends mon modèle de Sadako. On peut voir qu'il y a différents types de surfaces sur mon modèle. On a des parois verticales, on a des parois horizontales. Ces parois horizontales vont former une surface plane, et ce qu'on n'a pas envie, c'est que quand on imprime, cette surface plane ici, elle soit irrégulière, elle fasse des creux, elle soit... voilà, donc il faut imaginer vraiment que c'est comme si on avait des poutres et qu'on vient mettre des poutres transversales pour que ce soit extrêmement plat. Si on ne met pas assez de poutres transversales,
ou si les poutres transversales sont trop dans un matériau pas assez solide, et ben en marchant, ça va s'affaisser et puis voilà, vous voyez un petit peu la logique. Et donc c'est exactement ce qui se passe avec ces coques horizontales. Pour garantir une bonne stabilité et une bonne précision de l'impression verticale, hein, ici, on va faire des couches qui, à cet endroit-là, sont planes à 100%. Même si on demande un remplissage de 10%, à cet endroit-là, ce seront des couches qui seront planes. Et c'est ici qu'on vient régler ça. Donc, en gros, on dit qu'on veut 5 couches solides au-dessus. Là, il met une valeur par défaut de 3. Ici, c'est réglé à 5. Et voilà, moi, j'aime bien régler à 5. Et de 3 par en dessous. Si je fais ma découpe, et donc voilà, vous voyez ces couches-là, ce sont ces couches-ci. Alors, si on regarde en dessous, eh ben, c'est pareil, hein, mais on n'en a que 3. Donc, première couche, deuxième couche, troisième couche, et hop, ça commence le remplissage. Alors, l'épaisseur de coque minimale, hein, que vous pouvez voir ici, donc avec, donc c'est pas un nombre de couches, hein, ici on a une valeur 0,7 mm pour le dessus, 0,5 mm pour le dessous. Et ben, ça correspond, donc c'est une épaisseur minimale de matière solide à obtenir indépendamment du nombre de couches définies. Si la hauteur de couche utilisée est trop grande pour atteindre cette valeur, le slicer, donc Prusa Slicer, va ajouter automatiquement des couches solides supplémentaires afin de respecter cette épaisseur. Donc par exemple, si on demande 5 couches supérieures, mais avec une épaisseur minimale de 0,7 mm, hein, ce qui est le cas ici, et qu'on a une hauteur de couche de 0,2, eh ben ça fait 5 fois 0,2, donc 1 mm, c'est suffisant. Mais par contre, si on passe à une hauteur de couche de 0,1 par exemple, on obtient 5 fois 0,1, c'est-à-dire 0,5 mm, et donc le slicer ajoutera 2 couches de plus pour atteindre les 0,7 mm demandés. Ce réglage évite que les couches supérieures soient trop fines et donc qu'il y ait un risque de trou ou de capitonnage lors d'une impression avec une hauteur de couche variable. Alors maintenant, on va aborder une série de paramètres dans cette rubrique couche et périmètre qui sont des paramètres plus avancés, hein, vous voyez ici jaune ou rouge pour la plupart. Ce sont des paramètres qui permettent de garantir ou en tout cas d'améliorer les efforts sur la qualité. Il précise ici d'ailleurs que ça va ralentir le découpage. Bon, alors on va commencer par périmètre supplémentaire si nécessaire, et je dois avouer que là, ça m'a fait bien rire, hein, puisque c'était quelque chose qui existait avant, qu'ils n'ont pas retiré de la version, mais quand on regarde leur aide à eux, voilà ce qu'ils indiquent. Une option héritée qui, à notre connaissance, ne fait plus rien. Faites-nous savoir si vous trouvez un cas où ça change quelque chose. Donc, ils l'ont laissé au cas où il y a quelqu'un du fond de sa grotte ou de sa cave qui voient un intérêt, mais sinon, voilà, avec tout ce qu'ils ont déjà mis en place, d'autres, ça n'a plus d'intérêt de l'utiliser ou de l'activer. Alors, périmètre supplémentaire sur les surplombs, il précise que c'est expérimental. Ça permet quoi? Eh bien, ça permet de renforcer les zones en surplomb, hein, donc on appelle les overhangs, c'est-à-dire les parties de la pièce imprimée sans support directement en dessous. Alors quand cette option est activée, le slicer ajoute des périmètres supplémentaires dans ces zones pour, premièrement, améliorer la stabilité de l'impression sur les pentes ou les parties suspendues, limiter un effet qu'on appelle le drooping, c'est-à-dire un affaissement du filament, et obtenir une meilleure qualité de surface pour la surface qui est située au-dessus des surplombs. Alors l'option s'assurer de l'épaisseur de la coque verticale, eh ben en fait, ça, c'est une option qui permet à Prusa Slicer de renforcer les zones inclinées afin d'éviter les trous ou le manque de matière entre les périmètres. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve plus fréquemment dans des modèles organiques, hein, par exemple un visage, un buste. Et donc, ce sont des défauts qui apparaissent quand les périmètres supérieurs ne sont pas bien soutenus par ceux du dessous. Et donc, on a plusieurs options. Activer, ça veut dire que, et c'est ce qui est recommandé, ça comble automatiquement les zones internes pour garantir une coque continue et solide. Désactiver, seules les couches supérieures sont soutenues. Il y a un risque élevé de trous. Et partiel, ça ajoute un support interne limité. Ça améliore légèrement le rendu. Voilà, mais c'est plutôt conseillé de le laisser activer. Et pour vous illustrer ça, regardez ici. Vous voyez, j'ai le modèle, ici c'est un buste, hein, et si on regarde ici, donc on a nos 3 couches, donc on a le périmètre extérieur, les 2 périmètres intérieurs, qui correspondent ici aux 3 périmètres, et on a également un périmètre
violet, hein, qui est ici, qui est rajouté, qui permet en fait de garantir que ce sera bien net, bien propre. Si je le désactive, et donc c'est ici, c'est activé. Si je le désactive et que je refais la découpe, et ben vous voyez que j'ai pas cette couche de plus, mais que j'ai des petites couches qui viennent comme ça. Et en fait, il pourrait y avoir un affaissement ici, si on n'a pas assez de coque extérieure. Alors évidemment, moi avec 3, j'évite déjà un peu le souci. Mais voilà, donc vous voyez, c'est une option que moi je conseille de laisser activer parce que finalement, ça n'a que très peu d'impact négatif de le mettre par rapport à l'impact négatif de ne pas le mettre. Alors, on a ensuite ici d'autres options en mode expert qui sont éviter de traverser des périmètres ou des surplombs. Alors, à quoi ça sert? Imaginez un modèle comme ceci. Vous voyez, si vous regardez bien, j'ai ici plusieurs périmètres. J'ai le périmètre, donc on est sur une hauteur de couche spécifique et on a notre buse ici qui va venir déposer de la matière. Et pour déposer de la matière, il suit un chemin. Hein, donc c'est le principe de l'impression, hein, il suit un chemin. Et l'option ici permet de modifier le chemin qu'il va suivre dans un but précis, c'est d'éviter de traverser des périmètres pour éviter des effets négatifs du traversement. Donc vous voyez ici, donc on a les périmètres qui sont là et on a également un périmètre ici. Pour aller de là à là, il traverse ce périmètre là. Donc je vous montre ça ici. Donc il vient, il termine, et puis vous voyez, il traverse tout ça, et il vient, hop, traverser ce périmètre-là, et venir déposer de la matière. Le risque avec ça, c'est qu'au moment où il traverse, il y ait un petit peu de filament, hein, puisqu'il n'imprime pas, il y a un petit peu de filament qui coule, et que ça crée un phénomène qu'on appelle du stringing, ou que ça laisse des marques et de la bavure. Et donc pour éviter ceci, hein, on peut lui demander de venir faire ici, d'éviter de traverser des périmètres. L'option ici, éviter de croiser les périmètres et longueur du détour maximum, ça détermine à quel point on est d'accord qu'il aille faire un détour, hein, où est-ce qu'on veut bien qu'il aille loin pour éviter de devoir traverser le périmètre. Parce qu'évidemment, le risque en faisant ça, en activant ça, c'est encore d'augmenter le temps d'impression, puisqu'au lieu de pouvoir suivre un chemin critique, c'est-à-dire le chemin le plus rapide pour y arriver, il va devoir prendre un chemin moins optimisé pour éviter de traverser les périmètres. Quant à l'option ici, éviter de traverser des surplombs recourbés, ça a un autre effet, c'est que donc il y a certaines zones avec des surplombs assez recourbés qui, par des effets de physique, la matière a tendance un tout petit peu à se lever. Alors c'est quelque chose qui peut potentiellement se produire ici par exemple. Et donc si la buse vient passer au-dessus, à ce moment-là, elle risque de heurter la pièce, ce qui provoquera un décalage de couche ou un arrachement. Cette option ici, hein, éviter de traverser des surplombs recourbés, permet d'éviter ça, mais encore une fois au prix d'un déplacement plus important et donc d'un temps d'impression plus important. Alors, détecter les parois fines, ça c'est une option qui est très importante quand vous voulez faire du texte et que vous n'utilisez, alors je vais vous expliquer ça après, mais que vous utilisez le générateur de périmètre ici qui est classique. Pourquoi? Imaginons que je viens de me faire une petite plaque où je viens ajouter du texte. La plaque ne sera pas très grande et il est possible, alors je vais peut-être devoir réduire pour vous montrer. Donc voilà, je l'ai fait plus petit pour vous montrer. Si je mets en mode arachné, je vois mon texte. Il va s'imprimer et il va imprimer le texte avec une largeur d'un périmètre. Si je suis en mode classique et que je découpe, le texte a disparu. Pourquoi? Parce que le texte est plus petit qu'un périmètre. Hein. La taille du texte est plus petit qu'un périmètre. Et donc, il n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire une coque extérieure et une coque intérieure. Et donc, il n'arrive pas à faire deux périmètres. Alors, pourquoi pas avec le générateur de périmètre classique et pourquoi avec l'arachné? Parce que le générateur de périmètre arachné, qui est plus récent que le classique, gère, lui, directement les variations d'épaisseur de paroi de manière adaptative, là où le générateur de périmètre ne le gère pas.
Si pour une raison ou une autre, on veut ou on doit travailler en générateur de périmètre classique, mais qu'on veut quand même que ce texte puisse apparaître, on peut venir cliquer ici sur détecter les parois fines. Alors détecter les parois fines fera quoi? Fera en sorte que quand la paroi est trop fine que pour avoir les deux périmètres classiques, c'est-à-dire le périmètre extérieur et le périmètre intérieur, il va fusionner les deux pour ne faire qu'un seul périmètre. Et vous voyez que du coup, j'ai mon texte qui s'affiche et qui s'affiche en un périmètre. C'est la solution quand on veut comme ceci imprimer. Enfin, il arrive des fois, hein, j'ai déjà eu plusieurs fois la question des personnes qui me disent oui, mais j'ai mis un texte, mais il y a des parties du texte qui ont disparu, que je vois pas et tout ça. Mais en fait, c'est à cause de ça. Donc la solution, elle est là. L'option pont épais, c'est quelque chose que j'utilise pas personnellement. Qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un pont? Alors, si on prend notre Benchy, bon, le Benchy, vous le savez peut-être, hein, il s'appelle Benchy parce qu'il permet de mesurer pas mal de choses. Et si on prend le Benchy, la fonction de l'intérieur du toit, c'est justement de voir et vérifier le pont et l'impact sur les parties supérieures du pont qui est en dessous. Alors, le pont, c'est quoi? Ben, il faut imaginer que ici, on va déposer de la matière et on va la déposer dans le vide, sans aucun support en dessous. Et pour ce faire, eh ben, il faut que la buse vienne tirer assez vite du filament et le refroidir suffisamment vite pour que il tombe pas tout de suite, hein, parce que sinon ça tombe tout de suite. Et donc c'est à ça que sert le pont ici, hein, et donc vous le voyez ici, ce sont donc des zones qui sont complètement en surplomb. Le bleu clair ici, c'est le pont en fait, c'est une matière qui est déposée ici. Hop, comme ça, on revient, on revient, on revient, alors qu'en dessous, il n'y a rien du tout. Pour réussir un pont, donc, le filament doit être déposé tendu et refroidir très rapidement afin de ne pas s'affaisser. Et donc, Prusa Slicer gère ces zones avec des paramètres de pontage spécifiques et c'est ça qu'on va retrouver ici. Alors, avant, ce qu'il gérait, c'était qu'il faisait des ponts épais pour être certain. Donc, vous voyez ici, le pont a une hauteur de couche normal, hein, juste d'un périmètre comme n'importe quelle autre couche. Et l'avantage de ça, hein, c'est que ça permet d'avoir des couches qui sont plus fines, plus précises, plus esthétiques, mais un petit peu moins résistantes sur de longues distances. Et c'est pourquoi on peut toujours, hein, si on a des ponts quand même assez importants, on peut venir activer ça ici pour privilégier la robustesse et la sécurité de l'impression au détriment peut-être un petit peu de l'apparence. Donc détecter le périmètre faisant des ponts, ça permet quoi? Ça permet à Prusa Slicer d'appliquer automatiquement les réglages de pontage. Alors le pontage, je viens de l'expliquer juste avant, vous verrez qu'on a ici par exemple en vitesse une série de trucs de réglages où on peut dire pour les ponts, on veut que ça imprime moins vite ou plus vite. Enfin voilà, hein, en fonction des situations. Et ici avec cette option-là, Prusa Slicer va appliquer au périmètre qui font des surplombs ces règles-là. Sinon, les périmètres qui font des surplombs seront imprimés comme des couches normales et risquent de s'affaisser ou de se déformer. Et donc, l'avantage de cette option, hein, c'est que le slicer ajuste le flux et active le ventilateur pour améliorer la tension du filament et garantir des bords nets et propres sur les zones suspendues. Alors ensuite, on a toujours dans couche et périmètre une série d'options avancées. Position de la jointure, donc c'est la jointure, on l'a déjà vu un petit peu avant, mais on peut le rappeler. C'est donc au moment où on imprime chaque couche, il y a un point d'arrêt d'une couche, la buse remonte et elle repart. Et ça crée ce qu'on voit en blanc ici, les jointures. Toutes ces options ici, donc les 5 premières options, ça permet de gérer ces jointures. Avec position de la jointure, on a plusieurs options. Si on choisit aligner, ces petites jointures seront, comme vous voyez ici, organisées en lignes. On a une ligne ici, et puis après, on a des petites lignes là, et puis une ligne là. Et ça veut dire qu'il y a différents endroits où il y aura comme ça des petites cicatrices. En fonction du modèle qu'on imprime, on peut choisir autre chose. On pourrait dire aléatoire. Si on fait aléatoire, vous voyez que les jointures sont à peu près partout. L'avantage, c'est qu'on n'a pas une grosse ligne dans notre modèle. Le désavantage, c'est qu'on a plein de petits points, comme si on avait des petites bulles sur notre modèle. En fonction du modèle, ça peut être justifié, mais en général, c'est quand même pas l'option à privilégier. L'option le plus proche va essayer de venir
dans les coins un maximum, vous voyez, chaque fois qu'il y a un petit coin, pour essayer de venir, par un effet d'optique, masquer les jointures, puisque si elles sont sur un coin, on va moins y faire attention. Donc ça, c'est une option déjà pour réduire l'impact esthétique de la jointure, hein. Vous voyez, elle va être ici, par exemple, le long du bord, ici en dessous. Et enfin, la dernière option, c'est à l'arrière. Alors, c'est à l'arrière par rapport à l'avant du plateau. Si on découpe, eh ben, vous voyez qu'on voit pratiquement aucune jointure sur l'avant et elles sont toutes positionnées un maximum sur l'arrière. Alors, sur un modèle comme ceci, ça n'a pas de pertinence, mais ça peut avoir, par exemple, sa pertinence si vous imprimez un buste et que le buste il est amené à être toujours vu de face. Eh ben, c'est sur l'arrière que les jointures seront faites. Alors pour ces jointures, outre sa position, on a quelques options qui vont modifier l'impact des jointures. La distance de l'espacement des jointures, ça définit à quelle distance minimale Prusa Slicer doit placer les points de jointure. Et donc concrètement, quand plusieurs périmètres sont imprimés, le slicer évite d'aligner toutes les jointures au même endroit car ça crée une cicatrice visible. Ce paramètre-là indique combien il doit les espacer les uns des autres. Une valeur faible font que les jointures restent très proches et donc les lignes sont plus marquées mais localisées, alors qu'une valeur élevée font que les jointures sont plus dispersées mais la surface sera légèrement plus irrégulière. 15%, c'est la valeur par défaut, moi j'y bouge jamais en général. Alors, l'option jointure intérieure décalée, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que lorsque la jointure est à l'intérieur du modèle et donc qu'on ne va pas le voir, ça permet en fait de faire un motif en zigzag plutôt qu'une ligne verticale continue. Alors typiquement, hein, les jointures à l'intérieur, on peut en voir par exemple ici, hein, c'est sur les périmètres intérieurs qu'on va en retrouver. Et donc le fait de faire en sorte que ce ne soit pas en ligne grâce à cette option, permet quoi? Ça renforce la solidité de la pièce puisqu'on n'a pas de ligne de faiblesse traversante. Ça réduit le risque de fuite dans les objets creux ou étanches et ça améliore la régularité des parois internes. Alors le placement de la jointure en biseau, hein, qu'on appelle en anglais scarf seam, c'est un peu particulier. C'est en gros une option qui va permettre, par exemple sur une surface lisse comme ça ou cylindrique, de minimiser l'impact visuel d'une jointure. Donc si je découpe, vous voyez, j'ai ma jointure, une belle ligne, et ça fera une ligne, vraiment une cicatrice qui va un petit peu déborder. Ici, je suis en débit volumétrique parce qu'en fait, ça peut être contre-intuitif, mais c'est en jouant sur le débit volumétrique que cette option va fonctionner. On voit ici que pour faire le périmètre, il utilise le même débit volumétrique, hein, on est tout en vert, à peu près ici 12 mm3 par seconde. Si je viens activer placement de la jointure en biseau, vous verrez que désormais, on a une modification à ce niveau-là. Alors la modification, c'est quoi? C'est que sur ce périmètre-là, il va commencer avec un certain débit sa jointure et il va terminer la ligne pour arriver jusqu'à un débit minimum pour terminer sa jointure. Et donc concrètement, ce que ça fait, ça fait que on modifie localement la quantité de manière extrudée. Quand la jointure en biseau est activée, Prusa Slicer va, je viens de vous le dire, réduire légèrement le débit à la fin de l'extrusion, puis augmenter progressivement celui du début suivant afin de fusionner les deux extrusions ensemble, hein, pour que visuellement on ne voit pas de surépaisseur ou en tout cas que la surépaisseur soit très réduite. Alors ici une option qui est plutôt particulière, c'est qu'a priori on le fait sur des surfaces lisses parce que sinon on peut pouvoir cacher, vous voyez ici j'ai aucun endroit où je peux cacher la jointure, hein, c'est la raison d'utiliser cette option-là. Quand on utilise par exemple le benchy et qu'on a des arêtes, on peut venir cacher la jointure sur ces arêtes. Si toutefois on veut qu'il applique ce principe de régulation du débit pour cacher la jointure même sur des surfaces non lisses, on peut venir l'activer ici. Ensuite, si on veut vraiment être très précis, on peut venir jouer sur des options qui vont modifier ce biseau et donc par exemple sur la hauteur de départ de ce biseau qu'on vient mettre ici en pourcentage. Et si on veut faire un effet encore plus lisse, encore moins marqué, on peut venir demander, mais ça va avoir un impact évidemment sur l'impression, on peut venir demander que la jointure en biseau ait lieu sur tout le périmètre. Et si je fais ça, vous voyez, c'est pas simplement sur la fin de son périmètre qui va modifier son débit pour le réduire,
mais c'est à partir du début jusqu'à la fin, ce sera beaucoup plus lissé. La longueur de la jointure en biseau, n'a pas de sens si on fait ça ici, mais c'est en gros la longueur du segment à partir duquel le débit va être modifié. Ici, c'est à 20 mm. Si je le mets à 40, vous voyez que le segment est beaucoup plus grand. Et il ne faut pas confondre cette option avec l'autre, longueur maximale du segment de la jointure en biseau. Ça correspond à quoi? Ça correspond ici, c'est marqué à 1 mm, donc ça correspond en fait à la jointure entre les deux. Alors en gros, ça permet quoi? Une valeur courte, ça donne une transition très localisée, donc la jointure est moins fondue et peut rester un peu plus visible. Si on fait une valeur plus longue, la transition est plus douce et invisible, mais ça peut modifier légèrement la géométrie. Donc, c'est pas quelque chose à faire quand on veut une pièce qui a une précision dimensionnelle énorme. Alors, périmètre externe en premier, qu'est-ce que c'est? Par défaut, quand Prusa Slicer imprime une pièce, je vais garder mon cylindre ici et on va aller voir ici en dessous, sur la première couche. Par défaut, vous voyez qu'il imprime d'abord le périmètre intérieur et puis il va vers les périmètres extérieurs et puis il s'occupe du remplissage. Ça, c'est par défaut. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça pour que les petites imprécisions soient cachées à l'intérieur et que les surfaces visibles soient plus nettes. Si on active l'option périmètre externe en premier et qu'on découpe, il va faire l'inverse. Il va d'abord faire le périmètre externe et puis l'intérieur et puis faire le remplissage. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est quand on a besoin d'avoir une précision dimensionnelle externe. Par exemple, des pièces mécaniques où le diamètre ou l'ajustement est critique. Ou qu'on veut réduire les déformations internes sur certains matériaux. L'inconvénient, c'est que ça peut dégrader la qualité visuelle. Les périmètres externes peuvent se déformer légèrement car ils ne sont pas soutenus par les couches intérieures qui sont encore molles. Donc, en résumé, c'est plus précis, mais c'est moins esthétique. Alors ici, remplir le trou, c'est une option qui est activée par défaut et que je conseille de garder activée par défaut, sauf si vous savez clairement ce que vous faites. Alors en gros, c'est quoi? Donc ça permet à Prusa Slicer de compenser automatiquement les petits espaces que le slicer ne peut pas remplir avec des périmètres classiques ou avec un remplissage standard. Ces espaces apparaissent souvent entre deux périmètres trop proches, dans des coins étroits ou sur des pointes fines, ou dans des zones où la largeur d'extrusion ne permet pas de placer une ligne complète. Quand cette option est activée, le slicer génère des petites lignes d'extrusion spécifiques pour boucher ces interstices, ce qui permet notamment d'améliorer la solidité mécanique, la qualité de surface puisqu'on a moins de trous visibles, et la résistance à l'eau si on veut que les pièces soient étanches. Là, attention, l'étanchéité avec l'impression filament, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Alors, la question du générateur de périmètre, c'est une question qui est souvent abordée, je l'ai dit tout à l'heure, habituellement, donc historiquement plutôt, il n'y avait qu'un seul générateur de périmètre. Alors déjà, qu'est-ce qu'un générateur de périmètre? C'est l'algorithme qui est chargé de calculer et de tracer les parois, c'est-à-dire donc les périmètres internes et externes. Je rappelle donc ceci. Vous pouvez voir qu'on en a deux, le classique et l'arachné. Alors, le classique, c'est celui qui existe originellement, il utilise une largeur d'extrusion fixe pour tous les périmètres. Et donc, c'est ici ce qu'on voit. Si on met 3 périmètres avec le générateur de périmètre classique, a priori, il va utiliser toujours la même largeur de périmètre. Comme on l'a vu avant, si on veut avoir des périmètres fins, il faut détecter les parois fines. Et ça, c'est une option qui est utile ou qui était utile quand il n'existait pas le générateur de périmètre arachné. Le générateur de périmètre arachné, lui, fonctionne différemment. Il calcule dynamiquement la largeur d'extrusion en fonction de l'espace disponible, ce qui permet d'imprimer des murs variables en épaisseur en fusionnant des lignes pour éviter des trous ou des surépaisseurs. Mais, vous allez me dire, mais pourquoi alors on ne met pas simplement celui-là, c'est mieux? Oui et non. Il a quand même quelques inconvénients. Premièrement, l'algorithme, en tout cas le calcul de l'algorithme est plus long. Le J-code met plus de temps à être généré car le slicer doit ajuster dynamiquement la largeur d'extrusion sur chaque segment. Et donc, quand on fait certains types de pièces qu'on veut slicer vite et surtout sur des gros modèles, et qu'on sait en fait qu'avoir des largeurs d'extrusion fixes, c'est pas un problème, activer Arachné n'est pas une bonne solution. Ensuite, il génère des trajectoires plus complexes
les variations constantes de largeur peuvent rendre les mouvements moins fluides et rallonger les temps d'impression. Enfin, le résultat est très variable selon les machines, hein. Il y a des imprimantes, surtout celles à extrusion directe, où l'arachné donne de bons résultats, mais d'autres où on utilise notamment les tubes Bowden, les changements rapides de débit peuvent causer des irrégularités et de la sous-extrusion. Donc ça peut faire perdre en régularité. Enfin, quand on veut calibrer par exemple du filament, c'est déconseillé d'utiliser le générateur de périmètre arachné, puisque comme la largeur n'est pas fixe, il est plus difficile d'évaluer visuellement, de mesurer les écarts de parois, par exemple lors de tests de tolérance. Donc si on pourrait conclure, hein, ici en résumé, Arachné offre une meilleure qualité visuelle, mais au prix d'un tranchage plus lent, d'une extrusion plus exigeante et d'une légère perte de régularité sur certaines machines. Alors, en ce qui concerne la surface irrégulière, là, c'est relativement simple. Il s'agit d'appliquer aux parois, soit toutes les parois, soit aux parois extérieures, une surface qui n'est pas lisse pour donner un petit effet granuleux. C'est exclusivement quelque chose d'esthétique. Par exemple, si vous voulez faire une poignée qui a une espèce de grain. Alors, je vous montre ici, hein, si on a un cylindre où on n'active pas ça, ben, c'est lisse, hein, voilà, tout simplement. Et si je l'active sur toutes les parois, eh ben, vous voyez qu'ici, j'ai quelque chose qui est très granuleux. Les options supplémentaires permettent de déterminer l'épaisseur de la surface. Là, elle est à 0,3. Si je mets à 0,8, ben, vous pouvez voir que c'est très épais. Et si je mets à 0,1, on a l'irrégularité, mais c'est beaucoup plus fin. Enfin, la distance de pointe de la surface irrégulière, eh ben, ça permet en fait, donc Prusa Slicer divise les périmètres en segments. Comme vous voyez ici, on a plein de petits segments et décale légèrement chaque point pour créer un effet de relief. Plus la distance du point est faible, plus il y aura des points aléatoires et donc une texture plus fine et détaillée. Une valeur plus élevée produit une texture plus espacée et plus douce. Et là encore, je vous montre. Là, on est à 0,8, on a une texture comme ceci. Si je mets à 0,1, on a plus un effet de petite bulle. Vous voyez, parce que les points sont plus rapprochés. Et donc, en jouant sur ces périmètres, on peut jouer sur un rendu qui est différent. Alors enfin, on a ici une option avec deux sous-options, hein, un seul périmètre unique sur les surfaces supérieures et un seul périmètre sur la première couche. Alors ça permet quoi? Ça permet à Prusa Slicer de réduire le nombre de périmètres sur les zones planes situées tout en haut d'un modèle dans ce cas-ci, et on peut décider également d'activer ça sur la couche la plus basse. Alors il est désactivé par défaut parce que c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec prudence. Donc en gros, ça permet de laisser plus d'espace au motif de remplissage supérieur, ce qui va améliorer la fusion entre les couches planes et les périmètres et la qualité de surface sur les zones horizontales planes. Alors dit comme ça, vous allez me dire que ça a l'air bien, et donc dire pourquoi est-ce que c'est pas activé par défaut. Eh ben, c'est parce que ça implique un compromis entre qualité visuelle et résistance mécanique. L'avantage donc quand c'est activé, c'est qu'on a une surface supérieure plus uniforme sans marque de périmètre visible, et que le remplissage supérieur a plus d'espace pour se lisser, ce qui donne un aspect plus homogène. Mais l'inconvénient, la couche supérieure devient moins rigide car elle n'est plus ceinturée par plusieurs périmètres. Du coup, sur des surfaces planes larges, ça peut provoquer des petites déformations sur les bords, genre des retraits ou des légers affaissements, et sur certaines géométries, ça peut créer une discontinuité esthétique entre des zones planes. Et donc voilà, c'est pourquoi c'est désactivé par défaut et que c'est dans les options experts pour être certain que vous savez ce que vous faites. Alors, on vient maintenant dans le menu remplissage. Alors, remplissage, c'est quoi? Eh ben, Prusa Slicer va déterminer avec toutes ces options la structure interne d'une pièce imprimée. Alors, contrairement à ce que certaines personnes pensent, il ne s'agit pas de quelque chose nécessaire pour remplir le vide, ni même entièrement, ça y contribue, mais de manière marginale, à la solidité de la pièce. C'est quelque chose qui est nécessaire pour différentes raisons. Alors, premièrement, hein, et le plus important, c'est soutenir les couches supérieures. En fait, le remplissage agit un petit peu comme un plancher porteur. Il soutient les couches planes du dessus pour éviter qu'elle ne s'affaisse. Donc vous voyez ici on a la pièce. Si je la découpe, à un moment donné ma buse va venir imprimer, hein, mettre ici de la matière, tac 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 ici au-dessus. Si il n'y a pas de remplissage, eh ben il va imprimer dans le vide. Alors il y a les couches supérieures, on les a vues avant, qui vient
si on le regarde ici, des couches planes supérieures qui vient réduire ça, mais la première couche plane supérieure, eh ben, elle serait imprimée complètement dans le vide et il y aurait un risque de déformation sur la surface supérieure. Donc, le remplissage est nécessaire et vital pour éliminer, réduire ce genre de choses. Ensuite, ben, vous le voyez ici, effectivement, il y a un lien avec la solidité et la rigidité de la pièce. Forcément, si c'est tout creux, malgré le nombre de périmètres, on va avoir moins de résistance mécanique intérieure pour porter les parois extérieures. Et donc, le remplissage va permettre de créer une charpente interne qui répartit les contraintes mécaniques, empêche la pièce de se tordre ou s'écraser, ou en tout cas en réduit le risque, et améliore la résistance au choc et à la flexion. Et ben, la densité et le motif de remplissage influencent directement cette solidité. On le voit ici, la densité, c'est ici. 10%, ben, vous voyez, ici, j'ai un motif gyroïde. Moi, c'est le motif que je préfère utiliser de base parce que pour moi, c'est un petit peu le motif qui répond à différentes contraintes que j'ai habituellement, mais on va revenir sur les motifs après. Donc, avec ce motif-là, à 10%, j'ai un remplissage comme ceci. Si je viens modifier et que je mets 40%, par exemple, vous voyez que j'ai une densité beaucoup plus fine. Ça sera beaucoup plus rempli à l'intérieur. Et évidemment, il va y avoir un impact sur la durée d'impression. Là, à 40%, je suis à 1h46 et sur la quantité utilisée, puisque au total, j'ai 32 grammes. Alors que quand j'étais à 10%, je suis à 43 minutes, donc on a 1 heure de moins, et on a 19 grammes. Donc, trouver un bon équilibre dans la densité est important. Alors, j'ai dit 40%, 40% est rarement utile. La plupart du temps, surtout avec un motif gyroïde, on va imprimer à 10 ou 15%, 20 si vraiment on a envie de mettre solide. Alors, une troisième propriété du remplissage, c'est le fait que ça va permettre de réduire le poids et la consommation ou l'augmenter. Alors la consommation en général on ne veut pas l'augmenter, mais on pourrait décider de réduire ou d'augmenter le poids d'une pièce. Si vous faites par exemple un buste, par exemple ceci, ça c'est un buste que j'ai designé moi, et que vous voulez que les parties, question de gravité, les parties qui sont plus vers le bas et notamment la base soient beaucoup plus dense, beaucoup plus remplie, beaucoup plus lourde, vous pouvez décider de mettre plus de densité au niveau de la pièce, enfin au niveau du remplissage des parties inférieures. Alors concrètement, dans l'exemple ici, imaginons que je laisse 10% de remplissage, vous voyez ici l'intérieur du remplissage avec 10%, il est pareil partout. Alors au total, j'ai 591 grammes et on va dire qu'en fait, jusqu'ici, pour une question d'inertie, jusqu'ici, je veux que ce soit beaucoup plus dense. Par exemple, je suis donc à 53 mm de hauteur. 53-20 mm de hauteur. Je viens faire clic droit, modificateur de plage de hauteur, et ici, je peux venir rajouter une plage de hauteur et dire que de 0 à 56-20, donc on est bien dans cette hauteur-là, j'ai une première plage. Et si je viens faire clic droit et remplissage, je peux déterminer un remplissage spécifique pour cette zone. Alors, c'est pas vraiment utile, mais imaginons que je mette 100%. Ah ben oui, ça fonctionne pas avec le gyroïde 100%, mais donc je vais mettre du rectiligne à 100%. J'ai 974 grammes, donc en fait j'ai gagné pratiquement 400 grammes dans la base du dessous, ce qui va le rendre beaucoup plus solide, il va moins basculer. Et si on regarde le remplissage, j'ai bien toujours mon gyroïde à 10% jusque là, puis j'arrive en dessous et hop, voilà. Ça devient du remplissage complètement plein et c'est ça qui vient rajouter la densité. Alors motif de remplissage, on le disait, on a une série et une liste de motifs de remplissage. Alors dans le cadre de cette vidéo, je vais pas passer en revue chaque motif et dire celui-là est utile à ça, celui-là est utile à ça. Si vraiment ça vous intéresse, dites-le et je pourrais peut-être faire une vidéo à part uniquement sur les motifs de remplissage. Mais je vais vous dire les 3-4 motifs qui pour moi sont ceux à utiliser le plus souvent et dans quel cas. Alors, je l'ai déjà dit, donc déjà, motif de remplissage, c'est quoi ? C'est la forme que prend le remplissage. Vous voyez ici, j'ai des espèces de petites vagues comme ça qui viennent se superposer les unes aux autres. C'est
le motif gyroïde. Si je me mets en rectiligne, on peut voir ici qu'on a un motif complètement différent, hein, c'est donc comme ça un quadrillage, mais un quadrillage qui va uniquement en Z. Vous voyez, on n'a pas d'arête entre hein, c'est comme ça. Donc ça, un cas d'usage spécifique. Si je prends Lightning, qui est un autre remplissage qui est utilisé assez régulièrement, et notamment quand on veut imprimer quelque chose de vite, de rapide, qu'on s'en fiche un petit peu de l'impact, vous voyez que c'est un remplissage qui rend les choses pratiquement creuses, sauf au niveau où il va y avoir des surfaces supérieures où ça commence un petit peu à remplir. Donc, pour permettre, par exemple, d'imprimer très très vite. Donc, comme vous le voyez, hein, le motif de remplissage, c'est pas juste pour faire joli, mais un motif qui a des caractéristiques mécaniques qui vont varier, qui vont être différentes. Alors, quels sont les 3-4 motifs, si jamais vous savez vraiment pas lesquels utiliser, quels sont les 3-4 motifs à garder en mémoire et pourquoi? Alors, c'est un choix personnel, hein, je précise, il y a débat, il y a des motifs qui sont très proches les uns des autres. Moi, je vous dis ceux que moi, j'utilise le plus et pourquoi. Alors, gyroïde est celui que j'utilise dans 90 ou 90% pour mes amis français, 90% des cas. Pourquoi? Parce que c'est un motif qui allie à la fois résistance isotrope, un beau rendu interne et un bon compromis pour le poids et la solidité. Et pour petit rappel, même si on l'a vu avant, c'est à ça que ressemble le motif gyroïde. Comme vous le voyez, donc c'est un motif ondulé en 3D sans croisement brusque. J'ai dit qu'il y avait une résistance isotrope, peut-être une précision au cas où vous ne savez pas ce que veut dire isotrope, ça veut dire que c'est une solidité qui est assez égale dans toutes les directions. Alors comme je dis, il y a des cas d'usage. Ici, je l'utilise dans 90% des cas, mais il y a des cas dans lesquels c'est pas approprié d'utiliser parce qu'il y a quand même quelques inconvénients à utiliser ce motif-là. Le premier inconvénient, c'est qu'il est plus lent à slicer et plus lent à imprimer. Donc si vraiment vous avez besoin de slicer, ça dépend de votre ordinateur, mais par contre, si vraiment vous avez besoin d'imprimer au plus vite une pièce, c'est peut-être pas le motif à choisir. Ensuite, l'intérieur n'a pas de plan net, donc il peut être moins précis quand on a besoin absolument d'une précision dimensionnelle, par exemple pour des filetages ou des vissages internes. Ensuite, l'autre motif que je vais utiliser, c'est justement quand je ne peux pas utiliser le gyroïde, c'est le motif en mode gris. Donc gris ressemble à ça, c'est assez proche de rectiligne. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est celui que j'utilise quand je ne peux pas utiliser gyroïde? Eh bien, parce que c'est celui que je vais utiliser principalement quand j'ai besoin d'une absolue précision dimensionnelle au niveau de l'intérieur des pièces. On parlait de vissage, de filetage, pardon. Donc c'est celui-là que je vais utiliser parce qu'il n'exerce pas de tension interne variable sur les parois, contrairement au gyroïde ou à l'Honeycomb, qui est une autre version. Moi, je l'utilise assez peu, je préfère gyroïde, mais je vais vous le montrer après. Et le fait qu'il y ait un maillage régulier ici, hein, vous voyez, ça facilite aussi le refroidissement uniforme, donc il y a moins de retrait ou de risque de gauchissement. Par contre, vous le voyez, hein, vous pouvez vous en douter, à cause de sa structure et de la manière dont il est fait, ben, la résistance isotrope est moins bonne que le gyroïde ou que le Honeycomb. Alors, autre variante que je peux également utiliser quand je dois à la fois marier la précision dimensionnelle et également une solidité dans différentes directions, c'est le motif cubique. Comme vous voyez ici, le motif cubique, on a également un motif géométrique assez propre, net. Ça va être un peu plus lent et ça va imprimer un peu plus lentement qu'en mode gris, c'est pour ça c'est pas mon choix par défaut, et il a tendance à être un petit peu moins stable sur les petites sections, mais il offre, contrairement au rectiligne, une très bonne rigidité dans les 3 axes et donc dans toutes les directions. Alors, un motif que j'utilise un petit peu moins, mais je sais que beaucoup de gens l'utilisent, c'est nid d'abeille. Alors, nid d'abeille se rapproche de gyroïde. Nid d'abeille, ici c'est dans la version simple. On a également la version 3D qui lui se rapproche vraiment beaucoup de gyroïde. Là encore, je trouve qu'il va mettre plus de temps à imprimer que gyroïde. Hein. On va le voir arriver ici, voilà. Il va mettre beaucoup plus de temps à s'imprimer, mais par contre, pour moi, il est excellent, par exemple pour le filament souple, pour le TPU, ou si on imprime des pièces qui vont avoir besoin d'absorber des chocs. Parce que voilà, sa structure fait qu'il offre une meilleure résistance mécanique à l'absorption des chocs.
Donc voilà pour les motifs. Je pense que si vous restez sur cette idée des motifs, sur ces quelques motifs que je viens de citer, vous allez couvrir la majeure partie des usages que vous avez besoin. Alors évidemment, des personnes au profil plus avancé, avec un type de pièce, avec une structure particulière, va pouvoir avoir besoin d'autres types de motifs, et c'est pour ça que Prusa Slicer offre beaucoup d'autres motifs disponibles. Alors ici, une option qu'on voit normalement dans le mode normal, donc qu'on masque pour les grands débutants, c'est la longueur de l'encre de remplissage et la longueur maximum de l'encre de remplissage. Alors, c'est quoi l'encre de remplissage? En fait, quand Prusa Slicer génère le remplissage, il essaye de lier les lignes internes au périmètre via de petites zones appelées des encres. Concrètement, c'est ici. Donc vous voyez, ça vient rajouter comme une petite zone. Vous voyez ici, là, ça vient rajouter une petite zone collée au périmètre, qui suit le périmètre, mais après qui part dans le remplissage. Ceci, c'est l'encre. Et donc, l'intérêt de ça, c'est que le remplissage ne soit pas flottant au milieu de la pièce. Alors, on voit ici que la valeur par défaut, c'est 2 mm et que la longueur maximum de l'encre est à 12 mm. Il faut savoir que ce 2 mm, c'est une longueur minimum. Si vous avez une raison de penser qu'il faut modifier cette valeur, dans quel sens on la modifie et pourquoi? Si on vient mettre une valeur plus grande, il y aura une meilleure cohésion mécanique entre la paroi et l'intérieur, mais il y aura plus de matière et plus de temps d'impression. Alors que si on met une valeur trop petite, le remplissage risque d'être mal accroché et il y aura des risques de fissures ou de décollement interne, notamment sur les grandes pièces. Si par exemple je viens mettre 0, en fait il va pas faire d'encre du tout. Vous voyez ici, je n'ai plus la petite barre qui part ici le long du périmètre. Ça part directement comme ça. Par contre, si je mets plus important, vous pouvez voir que j'en ai sur pratiquement toute la longueur. Donc là, j'ai mis une valeur de 20 mm. On peut mettre en pourcentage. Sachez que si on met en pourcentage, c'est un pourcentage relatif à la largeur d'extrusion. Voilà. Moi, je préfère utiliser le millimètre. Alors, s'il fallait vous donner une règle pour l'utiliser, c'est garder 2 mm, sauf si on veut faire des pièces mécaniques ou fonctionnelles où on peut monter à 3-4 mm. Alors ensuite vient la question du motif de remplissage supérieur et motif de remplissage inférieur. Par défaut, on met ligne monotone et monotone. Alors, c'est quoi? Ce sont des paramètres qui contrôlent le motif utilisé pour les couches planes du haut et du bas. On a vu ça plus haut, on a vu ça avant, de l'APS imprimé. Ça influence en fait directement l'aspect visuel et la qualité de surface des faces planes visibles. Si je reprends ma petite boîte ici et que je la découpe, vous vous rappelez qu'on a le remplissage et puis qu'on a les surfaces solides supérieures qui commencent en bleu ici. Alors là, techniquement, c'est le remplissage du pont, mais on va dire que c'est ça. Et puis qu'on voit ici en violet. Et ça, c'est le remplissage solide. Je peux lui demander, par exemple, que je veux qu'il fasse une courbe de Hilbert. Attention qu'ici, on ne parle pas de toutes les couches, mais simplement de la dernière couche. On a vu ça plus haut dans les couches, décider d'avoir 5 couches solides. Et donc, dans mon exemple ici, j'ai 5 couches solides et 3 au-dessus et 3 en dessous. Donc, c'est la dernière. Et vous voyez ici, elle est dans ce motif courbe de Hilbert. Ici, c'est avec un motif concentrique. Bref, vous voyez, cette option va venir déterminer, que ce soit pour les couches du dessus ou la dernière couche ici en dessous. Voilà, ici encore avec les courbes d'Hilbert, quel est le motif utilisé? Alors ici encore, un peu comme le remplissage, quel motif utiliser dans quel cas? J'ai envie de dire, garder les valeurs par défaut dans la plupart des cas. Les lignes monotones, par exemple, pour la partie supérieure, ça donne une surface très uniforme, sans croisement ni marque, ce qui améliore un petit peu le rendu lisse. L'inconvénient, puisqu'il faut citer l'inconvénient, c'est que l'impression est un petit peu plus lente que le mode rectiligne. Et donc ici, on est idéal pour des pièces décoratives. Si vous imprimez un objet plutôt cylindrique, plutôt arrondi, comme par exemple un buste, des vases, etc., là, j'aurais tendance à vous conseiller le concentrique ici, qui suit les contours du modèle vers l'intérieur. Ça donne un effet esthétique organique qui est bien mieux pour les formes arrondies.
L'inconvénient, c'est qu'il peut être un petit peu moins solide et il peut accentuer les irrégularités. Donc, si vous avez un objet tout lisse, tout plat, ben, c'est pas forcément, voilà, la meilleure chose à faire. Et au niveau du motif de remplissage inférieur, et donc en gros les couches en contact avec le plateau, ben, de base, ils mettent monotone, comme ceci, qui donne un fond lisse et uniforme et permet d'avoir une bonne adhérence au plateau et qui n'offre aucun inconvénient majeur. C'est vraiment la formule la plus sûre. Toutefois, si vous imprimez par exemple un buste et que vous avez une base cylindrique, vous pourriez préférer prendre un motif concentrique pour les mêmes raisons qui est évoqué plus haut, c'est-à-dire que ça suit mieux le contour de la base et donc ça donne une finition plus douce et plus fluide, mais il y a tendance à avoir moins d'adhérence et donc c'est à éviter sur les grandes surfaces. Alors, si je reprends ma couche supérieure ici elle est cylindrique, il y a moyen de faire un effet de lissage, un petit peu comme si on prenait un fer à repasser et qu'on venait repasser la couche supérieure. Donc, on active ça ici avec lissage. Qu'est-ce que permet le lissage, ou en tout cas comment ça fonctionne? Eh bien, quand on l'active ici, en fait, l'imprimante va refaire un passage sur les couches planes du dessus avec un débit réduit. Alors, le débit vient se déterminer ici, de base 15%, et un espacement serré. Ici, on a un espacement entre les passes de lissage qui est à 0,1 mm. Ce mouvement très fin chauffe et étale légèrement le plastique déjà déposé, comblant les micro-espaces entre les lignes d'extrusion. Et c'est fait pour donner un résultat de surface lisse et uniforme, mais en contrepartie, le procédé augmente le temps d'impression et doit être réservé aux zones planes puisqu'il n'offre aucun bénéfice sur les surfaces courbes. Alors, si on voit ici, on a des petits sillons qui sont dus à notre motif supérieur. Et si j'active le lissage, vous pouvez voir qu'ici, c'est beaucoup plus lisse. On voit pratiquement plus les petits sillons. Alors, j'ai comme option toutes les surfaces supérieures. Là, c'est par exemple si vous avez un objet composé de plusieurs surfaces. Ça va être plus simple. Imaginons que ma pièce est comme ceci. Si j'active le lissage sur toutes les surfaces supérieures, vous voyez qu'il vient lisser toutes les surfaces supérieures. Si je demande simplement sur la partie supérieure de la surface, il vient simplement lisser la partie la plus haute de mon modèle. Et enfin, l'option toutes les surfaces solides, ça c'est une option un peu expérimentale qui n'a du sens que quand on utilise un remplissage à 100% et qui vient faire en fait qu'il y aura sur toute, vous voyez ici, sur toute l'impression, sur chaque couche, un lissage. Ce qui va, regardez, ici pour mon petit bloc là, faire ça me fait 3 jours et 9 minutes. Alors que si je mets simplement toutes les surfaces supérieures, j'ai 3 heures et 1 minute. Et si on regarde, à l'intérieur, les surfaces sont pas lissées. Vous allez me demander quel est l'intérêt de faire ça. Ça peut avoir un intérêt quand on veut imprimer du PETG translucide ou globalement transparent pour essayer d'avoir quelque chose le plus net possible. Mais comme je dis, c'est vraiment quelque chose d'expérimental. Alors les options, donc moi je vous conseille vraiment pas d'y toucher, mais débit et espacement entre les passes, ça va venir modifier l'impact visuel. Si vous modifiez ça, vous pouvez affiner ou rendre plus grossier la surface supérieure, ainsi lissée. Alors maintenant, on a un menu ici, réduction du temps d'impression. Vous voyez qu'il n'est pas activé par défaut quand vous mettez le mode débutant. Pourquoi? Ce sont 3 options qui permettent d'imprimer le remplissage moins souvent ou plus efficacement en fonction, sans altérer, ou en tout cas en essayant de ne pas altérer la qualité des surfaces visibles. Alors comment? Combinaison de remplissage automatique. Quand elle est activée, cette fonction fusionne automatiquement plusieurs couches de remplissage en une seule impression plus épaisse si la géométrie de la pièce le permet. Si je viens mettre un remplissage gyroïde à 10%, vous voyez qu'on a ici notre remplissage qui est quand même relativement dense. Voilà, il ne saute pas de ligne, c'est simplement le remplissage gyroïde. Si je viens activer ça ici, vous voyez, on peut voir directement que les lignes sont un peu plus folkloriques. C'est plus, c'est moins dense. Il y en a moins souvent parce qu'il en a combiné. Ça permet d'économiser du temps. Alors là, en activant ça, on a 1 heure et 2 minutes d'impression pour 35 grammes utilisés. Si je le désactive, on a 1 heure 14 minutes et 36 grammes. Donc on a économisé un peu de matière, mais par contre on a gagné 12 minutes.
Ensuite, on a deux options, hein. Donc, soit on a activé le remplissage automatique et là, on vient dire la hauteur maximum de couches pour combiner les remplissages. Donc, en gros, si on met 100%, ça signifie que Prusa Slicer peut utiliser la pleine hauteur autorisée pour fusionner les remplissages. On peut limiter ça si on veut garder une structure interne plus fine. On peut aussi décider de ne pas vouloir un remplissage automatique et venir demander un remplissage manuel. Toutes les couches, ça veut dire qu'à chaque couche, il fait un remplissage comme il doit. Donc là, c'est en gros, on fait rien. Et si on met 2 ou 3, eh ben, ça fait en gros ce que fait le remplissage automatique, mais ça nous permet de le contrôler manuellement. Il va donc générer le remplissage toutes les 2 ou 3 couches, donc moins souvent, ce qui accélère l'impression, mais réduit la résistance verticale. Alors enfin, l'onglet avancé, comme vous le voyez ici, les points rouges, les points jaunes, c'est vraiment si vous savez ce que vous faites, parce que ça peut avoir un impact en fait sur la qualité de votre pièce ou même sur la réussite de l'impression, puisque ça regroupe des réglages fins qui influencent la structure interne, la direction et la stratégie d'impression du remplissage. Alors, remplissage solide toutes les X couches, par défaut c'est désactivé, quand on met 0 ça veut dire que c'est désactivé. Vous vous souvenez que quand on imprime ici, on a un remplissage et puis on a, moi c'est réglé ici à 5 couches solides. Vous pouvez par exemple, si vous avez besoin, ça peut être utile pour des pièces très hautes par exemple, ou des pièces globalement creuses qui nécessitent une rigidité accrue, vous pouvez dire, eh ben moi en fait, toutes les 10 couches, je veux qu'il y ait un remplissage solide. Si je le fais, eh ben vous voyez que mon remplissage ici, il y a cette petite zone bleue, hein, donc c'est une couche solide toutes les 10 couches, comme ceci. On peut aussi venir, là encore une fois, c'est uniquement si vous savez exactement ce que vous faites, modifier l'angle d'orientation du remplissage pour chaque couche. Par défaut, il est à 45 degrés et il se croise avec moins 45 degrés à la couche suivante. Si on modifie l'angle, on peut améliorer la résistance selon l'axe principal des efforts ou l'esthétique du motif interne. De base à 45 degrés, vous voyez que mon remplissage ici part dans cette direction. Si je mets par exemple 15 degrés, vous voyez maintenant le remplissage il part dans cette direction. Ça peut être utile et notamment avec des modificateurs s'il y a des parties de votre pièce où vous savez en la regardant que là, il va falloir donner un autre sens pour améliorer la résistance mécanique en fonction de la direction de la pièce. Alors ici, ça peut être utile aussi pour des modèles très très complexes, puisque ça permet quoi? En gros, on parle de surface de seuil pour le remplissage solide, ça permet de fixer la taille minimale d'une zone qui sera considérée comme suffisamment grande pour nécessiter un remplissage plein. Et donc, les petites zones qui sont en dessous de son seuil seront remplies à 100% automatiquement. Ça permet d'éviter les vides ou fragilités dans les petites sections du modèle. Et pour illustrer ça, je vais prendre ici le petit lapin. Je vais le réduire. Et si je fais le découpage, vous voyez qu'ici, au niveau de la tête, j'ai du remplissage. J'ai du remplissage partout. Puis au niveau de la tête, j'ai un remplissage. Si je viens modifier ici et que je mets par exemple une valeur de seuil à 70 mm², et ben maintenant, il a estimé que là, c'était... il a estimé qu'il avait besoin de mettre du remplissage solide. Donc, une option qui peut être utile dans certains cas, surtout quand on a des zones très très petites, des modèles à la géométrie complexe comme celui-ci. À vous de voir si c'est utile pour vous. Alors l'angle du pont, là il s'agit de la direction des lignes de pontage, donc ce sont les extrusions dans le vide. À 0 degré, ça imprime à l'horizontale, à 90 degrés à la verticale, et là on peut ajuster cet angle pour que les ponts reposent sur des meilleures zones de soutien ou pour optimiser l'apparence. C'est quelque chose que j'utilise jamais, pour être tout à fait honnête. Alors rétracter uniquement lors du franchissement de paramètres, c'est une option aussi que je n'utilise jamais, qui permet de faire en sorte que la rétraction du filament, donc pour éviter les fils, pour éviter un peu de stringing, ne se produise que lorsque la buse traverse un périmètre externe. Ça réduit les rétractions inutiles et donc l'usure du filament et du tube PTFE, et c'est principalement utilisé quand on utilise un tube Bowden, donc de moins en moins utilisé maintenant. Et enfin, un remplissage avant le périmètre, ça fait quoi? Si je n'active pas ça et que j'ai ici une couche, vous voyez qu'il va d'abord imprimer le périmètre. Tac, 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 et puis il va imprimer le remplissage. En activant cette option, il fait tout simplement l'inverse. Il vient d'abord faire le remplissage et puis le périmètre. Alors, quel est l'intérêt? Ça permet une meilleure fusion entre le remplissage et la coque, ce qui est plus solide,
Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a un risque que les périmètres soient moins nets visuellement. Et donc, c'est plus à utiliser quand on fait des pièces fonctionnelles que quand on fait des pièces décoratives. Alors, au niveau des options jupe et bordure, on va aller relativement vite ici, puisque vous voyez aussi dans le menu, on n'a pas énormément de choix. En gros, c'est quoi une jupe et c'est quoi une bordure et à quoi ça sert? Alors, la jupe que vous pouvez voir ici, qu'on peut appeler skirt également en anglais, vous pouvez voir ça des fois, et donc qui vient s'activer ici dans jupe en choisissant le nombre de boucles que vous voulez, 1, 2, 3, 4. Voilà, si je mets 4, vous voyez que j'ai 4 boucles, et donc un ensemble de lignes qui vient entourer le modèle sans le toucher, contrairement à la bordure où vous verrez qu'il est collé au modèle pour une autre raison. Alors ici, donc, à quoi ça sert? Vous allez me dire, vous avez peut-être déjà vu ça et vous vous êtes dit, tiens, mais ça sert à quoi? En fait, ça a plusieurs fonctions. La première, c'est premièrement d'amorcer l'extrudeur. Donc, en fait, de faire couler du filament un petit peu avant le début réel de la couche. Et donc, c'est vraiment, on vient pas, c'est pas un bouclier. On verra après qu'il y a un bouclier. C'est vraiment uniquement au moment où on lance l'impression. Cette boucle ne va pas suivre. Vous voyez, on l'a que sur la première couche. On va pas faire suivre sur les couches d'après. Une deuxième fonction de cette jupe, c'est de vérifier l'adhérence du filament au plateau. Normalement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font plus ça, mais normalement, on lance l'impression, on regarde la jupe qui fait, et puis si ça colle pas, si la jupe tient pas, vous aurez un problème avec votre première couche. Donc il faut mettre stop et venir réadapter nos paramètres pour s'assurer que la première couche, donc que la jupe colle bien, que la couche n'est pas trop écrasée, que ça se décolle pas, enfin voilà, qu'on a une bonne première couche. Et un petit peu dépendant de ça, ou en tout cas découlant de ça, ça permet aussi de se poser des questions sur la température et le nivellement de notre plateau, puisque si la couche sointe complètement, peut-être qu'on imprime trop chaud, et si ça tient pas du tout, c'est probablement que le plateau n'est pas bien nivelé. Au niveau des options, on en a plusieurs. On a le nombre de boucles. Alors, pourquoi plusieurs boucles et pas une seule? La réponse est dans les éléments que j'ai donnés juste avant. Si on veut vraiment se servir de cette jupe, pas simplement pour amorcer le premier débit de filament, mais également pour vérifier la stabilité de la première couche, l'impression et tout ça, des fois une seule boucle n'est pas suffisante. Ça va trop vite. Donc on peut imprimer plus de boucles pour se donner plus le temps de vérifier ça. Alors on voit souvent qu'une seule boucle, moi j'en fais toujours 3. Je trouve que c'est un bon compromis et ça utilise pas beaucoup de temps et pas beaucoup de filaments, parce que comme ça on élimine les risques qu'il y ait une petite sous-extrusion sur la première couche parce que le filament n'était pas bien amorcé. Et puis ça dépend des imprimantes aussi. Il y a des imprimantes maintenant qui font bien ça, qui vérifient bien, qui purgent du filament avant. Et cette partie un peu purgée avant, ça a à peu près la même fonction que la ligne de purge que l'imprimante peut faire éventuellement au début de l'impression. Mais bon, par habitude, j'ai toujours gardé 3 lignes et je vérifie comme ça ainsi également bien la stabilité de ma première couche. Pour les jupes, à côté du nombre de boucles, donc je disais moi 3, on a la distance entre la bordure et l'objet. Ou plutôt entre la jupe et l'objet, dans ce cas-ci. Donc si on découpe, on voit c'est cette distance qu'il y a ici. Alors elle est réglée à 6 mm, moi c'est une distance que je ne bouge jamais. Toutefois, pourquoi 6 mm? Alors si elle est trop proche, il y a un risque quand même, donc si on fait 0 ou 1 mm, de fusionner avec la pièce, donc qu'elle colle légèrement au modèle. Donc ça peut compliquer un peu le retrait. Si elle est trop loin, on risque d'être sur une zone de température, qui est beaucoup plus éloignée du modèle. Un plateau n'a pas toujours une température uniforme. Plus on s'éloigne du centre, plus la température a tendance à se dissiper un peu. Et des plateaux d'imprimante qui sont moins bons, ça peut faire tout à fait la différence. C'est pour ça qu'avec les grandes pièces, ça a tendance des fois à décoller dans les coins. Et enfin, entre 3 et 6 mm, ça laisse de la place tout en n'étant pas trop éloigné, pour laisser de l'espace pour manœuvrer sans heurter les contours de la pièce. Et donc, c'est pas mal. Donc, moi, je conseille de rester aux alentours de 5 mm. Alors, la hauteur de la jupe, c'est quoi? Je vous ai dit qu'avant, la jupe, c'est simplement sur la première couche. On peut avoir un cas d'usage dans lequel on se dit, non, nous, on veut mettre plus de couches. On veut que ce soit sur les 2, 3, 4, 5, 10 premières couches. Si je viens mettre, par exemple, 4 couches ici, vous pouvez voir que sur mes 4 premières couches, il a fait une jupe. Alors, quel est le cas d'usage où c'est intéressant?
De manière générale, une couche suffit. Mais si on imprime avec un matériau sensible à la température, par exemple du nylon, de l'ABS, du polycarbonate, une jupe plus haute peut aider à stabiliser la température autour de la pièce. En imprimant plusieurs couches de jupe, donc, on crée une petite barrière thermique qui limite le refroidissement trop rapide de la pièce, et notamment sur les premières couches. Après, et c'est là, donc c'est un petit peu faire un bouclier manuel si on a envie, puisqu'on a après le bouclier qu'on peut venir activer ici, qui lui va permettre d'imprimer une jupe tout autour de la hauteur du modèle. Donc ça ici, c'est vraiment un bouclier par vent quand on a vraiment eu besoin d'une stabilité thermique absolue. C'est intéressant par exemple avec des grandes pièces en ABS, en ASA ou en PC, quand on ne fonctionne pas avec une cloison fermée, par exemple. C'est devenu globalement inutile avec les imprimantes à caisson fermé. Alors pour cette option, activer ou limiter, je pense que c'est un résidu d'ancienne version ou d'ancienne option parce que ça fait la même chose que hauteur de la jupe. Donc, si vous faites activer, il va faire sur toute la hauteur de l'objet. Et si vous faites limiter, il va en gros mettre le nombre de hauteur de la jupe. Mais si vous faites désactiver et que vous mettez 3 hauteurs de jupe, il fait aussi 3 hauteurs de jupe. Donc, voilà. Ça, je pense que c'est un petit conflit de mise à jour successive où on n'a pas retiré une option. Bref, ici, je ne vois pas d'autre explication. Enfin, longueur minimale d'extrusion du filament, ici, c'est un fonctionnement un petit peu différent. Plutôt que de fonctionner avec une boucle, comme vous voyez ici, je vais remettre ici par défaut. Donc, plutôt que de fonctionner avec une boucle, il va fonctionner par quantité de filament nécessaire à extruder. Par exemple, si je lui demande de ne faire que 2 boucles, bon, vous voyez ici, j'ai 2 boucles. Mais si je lui dis qu'en plus, je veux qu'il y ait minimum 2 boucles, c'est écrit minimum, mais je veux qu'il extrude, je sais pas moi, 15 mm de filament, alors ça c'est beaucoup, c'est pour forcer le trait pour vous montrer, il va me faire plus que 2 boucles. Il va m'en faire le nombre de boucles nécessaires pour avoir extrudé les 15 mm de filament. Voilà, ça c'est vraiment beaucoup plus intéressant quand on est dans une logique de purge. Alors à côté de la jupe, on a également la bordure avec quelques options. Pas de bordure, c'est clair, il n'y a pas de bordure. Bordure extérieure uniquement, bordure intérieure uniquement ou bordure extérieure et intérieure. Alors qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bordure extérieure uniquement, ça crée ceci. On a une boucle. Donc c'est des jupes en fait, mais qui sont collées à l'objet d'une certaine longueur. Alors, quelle est la différence de ceci avec la jupe? C'est que ceci a, outre l'aspect qui est intéressant pour la jupe, c'est-à-dire de venir vérifier notre première couche et tout ce qu'on a dit, ça vient aussi, vous voyez ici, hop, c'est collé, ça vient jouer un rôle dans la stabilité de l'objet. Par exemple, si vous avez un objet très fin et vous avez peur qu'il tombe, vous pouvez venir mettre ceci. Et il faut penser à la physique, plus la bordure sera large et plus en fait il y aura une pression sur le plateau pour maintenir la pièce. Ça permet de garantir ou en tout cas d'améliorer la stabilité de la pièce sur le plateau. Alors vous voyez ici que la bordure est large ici, elle fait en fait 10 mm parce que j'ai choisi ici 10 mm. Entre 5 et 10 mm, c'est en général, et ça dépend de votre objet, plus c'est grand, mettez plutôt 10, mais c'est en général une largeur de bordure qui est suffisante. L'espace de séparation de la bordure qui est à 0,1 permet en fait de décoller le truc facilement tout en étant quand même suffisamment proche que pour coller et jouer son rôle. Si vous mettez à 0,5, ça va pas coller du tout. Si vous mettez à 0, ce sera complètement fusionné avec le modèle et il faudra y aller avec un ébavureur pour la retirer. Enfin, la plupart du temps, vous serez en bordure extérieure uniquement, mais si la géométrie de votre modèle l'exige, vous pourriez avoir besoin également de faire tenir les pièces à l'intérieur du modèle. Et donc, vous pouvez choisir bordure extérieure uniquement ou à l'intérieur et à l'extérieur du modèle, et là, vous choisirez les deux. Si je prends un Taurus, par exemple, vous voyez, là, sans bordure, j'ai rien du tout. Avec la bordure extérieure uniquement, j'ai la bordure extérieure. Avec la bordure intérieure uniquement, c'est ici que la bordure a été positionnée, à l'intérieur du modèle. Et il s'agit de l'intérieur dans les parties extérieures. J'espère que je me fais comprendre. Il ne s'agit pas de venir mettre ici à l'intérieur du remplissage du modèle. Et avec les deux, il y a une bordure des deux côtés. Donc là,
Il n'y a pas vraiment de règle, c'est en fonction de la géométrie de votre modèle, de sa hauteur, de sa surface sur le plateau, que vous devez réfléchir, tester, voir quelle est la bordure qui est le plus appropriée pour votre modèle. Bon, alors on va attaquer un gros morceau avec les supports. Bon, alors déjà, commençons par une petite définition, pour au cas où vous ne savez pas. Les supports, ce sont des structures temporaires qui sont générées automatiquement par le slicer, enfin automatiquement ou non, on le verra après, par le slicer pour soutenir les parties du modèle imprimées dans le vide. Donc par exemple ici, vous voyez, c'est du vide. Si on commence à imprimer, ça va tomber. Il manquera quelque chose. On a besoin de créer un petit échafaudage. Et en termes plus techniques, on parle de surplomb ou de pont. Le pont étant une ligne, on l'a vu avant, qui fait le lien entre deux points en dessous duquel on n'a pas mis de support. Alors concrètement, pourquoi avoir besoin de support ? Parce que quand une pièce comporte des zones inclinées, un point de référence c'est 45 degrés, donc à plus de 45 degrés par rapport à la verticale, la buse ne peut plus déposer le filament sur une surface solide. Les supports créent alors une base provisoire sur laquelle ces zones peuvent se construire. Ils sont imprimés en même temps que la pièce, puis retirés manuellement après impression. Alors ici, ça c'est un petit modèle que j'utilise en général pour tester mes supports et les paramètres de support, parce que si vous avez déjà imprimé avec des supports, ce qui est plus que probablement le cas, vous avez déjà aussi pu percevoir que les supports imposaient une certaine rigueur, parce que si on met trop de supports qui collent trop au plateau, on est à peu près sûr que notre pied, que ça va bien être supporté, que les supports vont pas se casser la figure. Mais par contre, ça va être galère pour les retirer et on va laisser des marques sur notre modèle, ce qui n'est pas le but. Et si on fait le contraire, les supports vont peut-être se casser la figure et ça va être très moche. Sur les zones en surplomb vont être très moches. Donc on doit trouver le parfait équilibre entre supporter suffisamment la pièce et en même temps ne pas trop la supporter. Et pour ça, vous voyez qu'on a une série de réglages, ici les supports. Alors, premier point, générer des supports, ça va activer la fonction des supports. C'est la même chose qu'ici. Si on met support partout, ça active ici automatiquement générer les supports. Si on met même support sur le plateau uniquement, ça l'active aussi. Si je le désactive, vous voyez que c'est désactivé ici. Donc générer les supports, c'est simplement activer cette fonctionnalité avec laquelle les supports vont être générés, soit automatiquement, on y vient après, soit manuellement. Je renvoie à ma première vidéo, puisqu'ici on va simplement parler des paramètres, mais pour mettre des supports manuels, on vient choisir notre pièce et on vient sur cette option ici, support peint. Et c'est avec cette option qu'on va pouvoir venir régler des supports manuels, mais ça je renvoie à la première vidéo. Il y a un sommaire, vous pourrez la retrouver facilement. Donc si j'active les supports et que j'active en même temps support généré automatiquement, il va donc ne pas passer par cette option et générer lui-même les supports sur base de quelques règles qui sont ici en dessous. Je vous montre ça, j'ai activé les deux et vous voyez que j'ai ceci, cette espèce de bouclier qui est, c'est les supports en fait tout simplement. C'est pas plein pour pouvoir être retiré facilement et consommer le moins de filaments possible, qui va être fait jusqu'à ce qu'on arrive à la zone en surplomb qui après est imprimée. Si je désactive support généré automatiquement mais que j'active générer des supports, vous voyez que j'ai juste rien. Les supports n'ont pas été imprimés. Pourquoi ? Parce que pour ça, je dois venir mettre des supports peints, par exemple sur toute cette zone ici en dessous, et à ce moment-là, les supports sont activés. Le seuil de surplomb, je vous ai expliqué juste avant que 45 degrés c'était quelque chose d'à peu près standard. Ici c'est 40. C'est donc en fait le seuil à partir du moment où il va considérer que là il est en surplomb. Alors ici c'est évident, on n'a pas de pente. On peut essayer avec un modèle comme ceci de déterminer l'angle à partir duquel ça commence à déconner. Et on voit ça en fonction de la qualité de l'impression dans le segment en dessous d'un certain angle. Et ça, c'est à faire avec chaque machine, puisque chaque machine est différente au niveau de la manière dont il gère les surplombs en fonction du ventilateur, du refroidissement, de la vitesse, enfin voilà, ça c'est un petit peu différent. Donc c'est toujours bien à faire un test pour savoir quel est le seuil à partir duquel on doit commencer à mettre des supports. Et donc c'est bien ça ici, le seuil de surplomb, c'est le seuil à partir du moment où on doit commencer à mettre des supports parce qu'il y a une trop grosse dégradation de la qualité sur notre modèle. Comme vous voyez ici, j'ai le seuil de surplomb qui est à 40 degrés et vous voyez qu'il ne fait pas de support pour toutes ces zones-ci.
il ne vient pas en mettre jusque-là. Là où les choses peuvent être un petit peu contre-intuitives, c'est au niveau du calcul de la valeur. Je vous ai dit qu'on était à 40 degrés. On pourrait penser de se dire qu'on est à partir, et en plus on le voit ici, à partir d'un angle de 40 degrés, on met des supports ou on n'en met pas. En fait, c'est une question de valeur, hein. Si vous voyez ici sur le modèle, on a un angle qui nous paraît naturel à nous. Ça, c'est un angle d'inclinaison à 10 degrés. Ça, c'est un angle d'inclinaison à 20 degrés. Ça, c'est un angle d'inclinaison à 30 degrés, etc. Si vous voyez, on a notre seuil de surplomb qui est à 40 degrés. Et ce n'est pas à partir d'ici qui met des supports, mais en fait à partir de 50 degrés. Parce qu'en fait, c'est une question de la manière dont la valeur est calculée par rapport à l'axe vertical ou l'axe horizontal. Dans ce cas-ci, il faut comprendre que par rapport à 90 degrés, il va commencer à mettre du surplomb avec une différence de 40 degrés, donc à partir de 50 degrés. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est comme ça. Si je mets le seuil de surplomb à 20 degrés, on pourrait se dire que la logique ce soit que c'est à partir de 20 degrés ici qu'il va mettre des surplombs. Ben en fait non, il va en mettre à partir de 70 degrés. Regardez, hop, il en met ici à partir de 70 degrés. Donc j'ai déjà eu énormément de fois cette question-là. C'est ça la réponse. C'est en fait une question de changement d'échelle, de changement de manière dont on calcule les valeurs. Et si on met à 0, eh ben on se casse pas la tête et on le laisse décider tout seul le seuil à partir duquel ça lui paraît critique. Ici, il le met à 40 degrés. Alors ensuite, on a des options ici qui sont en mode avancé. Moi, j'avoue que c'est quelque chose auquel je touche à peu près jamais. Peut-être que je devrais, mais je ne le fais pas. Alors, ça sert à quoi? Alors, générer des supports sur les X premières couches, c'est quoi? C'est, imaginons qu'on a un modèle sur lequel on n'a pas forcément envie ou besoin de mettre des supports, sauf quand même sur les X premières couches, parce que on veut être certain. Eh ben, ça permet de générer des supports indépendamment du seuil de surplomb et indépendamment du fait qu'on ait activé ou non les supports. Alors, c'est pas forcément utile quand on fait des supports manuels, parce que là, alors, on vient les placer où on veut. Mais voilà ce que ça donne. Imaginons que j'ai ce modèle. Alors, ça n'a aucun sens, hein, ce que je fais là, mais imaginons que j'ai un modèle comme ça et que je ne vais pas imprimer avec des supports. Eh ben, vous voyez, j'ai désactivé les supports. Il a quand même, puisque je lui ai demandé de le faire sur les 25 premières couches, créer des supports pour les 25 premières couches, ici, comme ça, ici. Alors, densité de la première couche, c'est un contrôle de la densité spécifique de la première couche du support, hein, comme son nom l'indique. Une densité plus élevée rend la base du support plus solide et stable et ça améliore l'adhérence sur le plateau. Par contre, si c'est trop élevé, ça devient difficile à enlever. Si c'est trop bas, eh ben, la base est plus fragile. 80% en général est un compromis acceptable, 80 à 90%. Voilà, moi je mets en général 80%. Par défaut, c'est à 90%. Enfin, expansion de la première couche à 3 mm. Là, si on veut, ça agit un petit peu comme une bordure pour les supports. Des fois, vous pourrez avoir des supports qui sont un petit peu trop fins et qui se cassent la figure en cours d'impression. Une manière de régler le problème, c'est de venir augmenter ici la largeur d'expansion de la première couche. Si je le mets à 0, il n'y en aura tout simplement pas. Alors, il y a une première couche de support ici en dessous et après, il monte et vous voyez que ça ne déborde pas. Si je le mets à 3 mm comme il était déjà, vous voyez qu'on a ici une petite base, c'est un petit peu comme une bordure en fait, hein, donc pour les supports. Et si vraiment j'ai peur, évidemment, c'est de la matière et du temps gaspillé. Je peux monter ça, mais en général, c'est aussi un paramètre auquel moi je ne touche à peu près jamais. Vous voyez, on peut venir augmenter comme ceci la taille de la première couche des supports. Alors pour aider à l'adhérence, on peut également placer un radeau. Alors un radeau, c'est quoi? Il faut imaginer un peu une bordure qui aide également à l'adhérence, mais qui va faire toute la surface en dessous du modèle. Donc on va venir le placer au-dessus, hein. C'est vraiment comme un radeau, un petit bateau sur lequel on est placé. Ici, il est désactivé. Pour l'activer, on dit combien de couches on veut pour le radeau. Alors ce sont des couches en hauteur, hein. Si j'en mets 3 et que je découpe, alors vous voyez qu'il est venu me gérer un radeau en 3 couches en dessous du modèle, hein, puisqu'on a placé le modèle au-dessus. Agrandissement du radeau, c'est, si vous voyez ici, mon radeau, en tout cas cette partie-là, dépasse du modèle, dépasse un petit peu du modèle. Et en fait, il dépasse de 1,5 mm. Si je viens mettre ça à 10 mm, vous voyez que j'ai un radeau quand même très 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 large. Et si je viens le mettre à 0, les deux couches supérieures, hein,
ça ne compte pas là. Ici, on a une première couche du radeau qui est plus large, mais les deux autres couches, elles, vous pouvez voir, sont exactement de la même taille que l'objet. Enfin, la distance Z de contact du radeau, c'est la distance qu'on va laisser. Donc, si on la met à 0, le radeau et la pièce seront complètement collés. C'est pas à faire quand on utilise des matériaux classiques, c'est à faire si on utilise un matériau soluble, par exemple. Sinon, ça va pas se décoller. Ce sera simplement une couche supplémentaire à votre modèle. En général, je ne chipote pas à ça non plus. Enfin, on a des options pour les supports et pour le radeau, puisque les deux partagent le même type de paramètres. On l'a vu, les supports peuvent être de différents types. Ici, ce sont des supports de type ajusté. Ça veut dire qu'on va avoir un périmètre qui va être relativement fin et qui vient suivre la géométrie du modèle. Vous voyez ici, comme ça vient le suivre. Ça, c'est le support de type ajusté. Alors, les types de supports qu'on a, c'est gris, ajusté, celui qu'on vient de voir, et organique. Le support ajusté, moi, c'est des supports que j'aime bien utiliser personnellement. C'est des supports qui épousent donc, on l'a vu, la forme du modèle et qui ne sont générés que là où c'est nécessaire. L'avantage de ce type de support, c'est que ça utilise moins de matière, donc c'est plus rapide à imprimer. Il y a moins de contact, donc il y a une meilleure qualité de surface et un retrait plus facile. Et ils sont plus légers. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils sont moins rigides. Sur des grandes pièces ou des zones très en porte-à-faux, ils peuvent vibrer ou fléchir plus facilement. Et ils sont pas du tout idéaux pour les surplombs plats et larges. Et donc c'est un type de support qu'on va privilégier par exemple pour les pièces décoratives ou les bustes comme ceci. On a le support de type gris. Comme vous voyez, c'est un petit peu différent ici. On a vraiment des grilles qui sont créées et qui ne suivent pas forcément le modèle. C'est le support vertical classique quand on n'utilise pas le support de type arbre ou organique. C'est la même chose, un support de type ARP, c'est dans d'autres slicers. Ici, dans Prusa Slicer, on dit organique. Donc, il a une forme de maillage régulier, comme une tour de petites cases. Alors, il est très stable et prévisible, même sur des modèles complexes. Il est particulièrement adapté aux grandes zones planes et il est compatible avec tous les matériaux. Par contre, il est plus long à imprimer et il consomme beaucoup de matière. Il laisse parfois des traces visibles sur la pièce. Et le retrait peut être plus difficile, surtout si on ne prévoit pas une interface. Alors on reviendra sur l'interface après. Et donc il est à privilégier pour les pièces techniques, les modèles lourds ou les zones très très larges de surplomb. Ensuite on a les supports de type organique, donc je l'ai dit, c'est un peu les supports de type arbre dans d'autres slicers. Ça va créer, comme vous voyez ici, des supports un petit peu aléatoires en forme d'arbre, avec des branches. Et c'est particulièrement intéressant pour les modèles comme ça, très organiques, où il y a où il y a une géométrie qui est très disparate, où on a peu de géométrie rectiligne. Son avantage principalement, c'est qu'il est très économe, puisqu'on peut aller jusqu'à moins 50% de matière utilisée par rapport à la grille. Il est très rapide à imprimer, il est beaucoup plus facile à retirer, et il laisse peu de marques sur la pièce, mais il est beaucoup moins précis sur les zones plates. Il peut être instable sur les pièces très très lourdes ou avec des bras fins et à cause de l'algorithme de calcul, ça nécessite un temps de tranchage beaucoup plus long. Donc ça peut être galère sur certains ordinateurs moins récents. Toutefois, je pense que c'est devenu, surtout pour des modèles un peu organiques comme ça, le mode de support par défaut chez beaucoup de personnes. Alors c'est là que maintenant les choses sérieuses commencent. Quelles sont toutes ces petites options pour les supports et qui ont comme impact de rendre en sorte que les supports restent solides tout en ayant le moins d'impact possible sur le modèle? On va commencer par la distance Z du contact supérieur. Comme vous voyez ici, il est réglé à 0,2. Alors c'est très dépendant de la hauteur de couche. Pour moi ici, c'est pas un excellent réglage. Une hauteur de couche de 0,2 va faire en sorte qu'on va laisser une couche libre entre l'interface du support, donc c'est-à-dire la pointe, la partie du support qui sera en contact avec le modèle, et le modèle. Si vous regardez bien ici, ce support a une couche de libre par rapport à celui-là. Alors, c'est tellement fin qu'en fait, on a l'impression que c'est collé au modèle, mais c'est vraiment pratique. Voilà, c'est un tout petit peu collé. Plus on augmente cette hauteur, si je viens mettre 0,30 ou 0,32, voilà, s'il veut,
vous voyez que ici, ça s'agrandit. Le contact est beaucoup moins rapproché, ce qui va faire en sorte, le premier résultat, c'est que ce sera beaucoup plus facile à retirer le support. Alors vous allez me dire, eh ben allons-y gaiement, mettons 0,5. Et si je le fais, 0,5, vous voyez, j'ai vraiment de l'espace, ça va pratiquement plus coller du tout. Et le problème, c'est que le support ne fera donc plus son effet. Ça veut dire qu'ici, quand la buse viendra déposer de la matière tombera et créera des petits creux, et donc une surface très moche. Il y a donc un équilibre à trouver ici entre le fait que l'interface de support soit la plus proche possible du modèle et en même temps pas trop proche que pour qu'on puisse retirer facilement, parce que si c'est complètement collé, si on met à 0 par exemple, vous voyez qu'ici il y a un point de contact direct, ça se touche, ce sera collé. Ça veut dire en gros que ça va être difficile à retirer, ça va être imprégné dans le modèle et il faudra gratter, poncer, découper, et c'est pas l'effet voulu non plus en général quand on met des supports. Ça peut être l'effet voulu, attention, quand on utilise par exemple un autre filament pour faire un contact avec le support, par exemple si on imprime en PLA et qu'on met des supports en PETG ou des filaments solubles, parce que dans ce cas-là, en fait c'est intéressant pour nous qu'on soit complètement collé à la pièce, parce que collé à la pièce, ça veut dire que là, la zone sera toute propre en dessous. Et donc, on aura un surplomb le plus propre possible et une facilité de retirer les supports, puisqu'en fait, quand on utilise du PLA et du PETG, ce sont deux matières qui collent pas ensemble suffisamment, et donc on peut retirer facilement le support. Si on utilise du PVA, un filament soluble, ça va être le même principe. Le filament type support, W, c'est aussi la même idée, c'est que on vient utiliser un autre type de filament qui chimiquement ne fusionne pas avec le filament initial. Alors pourquoi 0,2 n'est pas pour moi le meilleur? Moi j'ai tendance à mettre un petit peu plus, j'ai tendance à mettre entre 1,2 et 1,5 couches de hauteur. Moi c'est le compromis en général que j'ai trouvé. Après, ça va dépendre beaucoup des imprimantes et du filament, mais par exemple, moi ici j'aurais tendance à mettre 0,24. Alors je l'ai dit avant, ça dépend de votre hauteur de couche. Vous voyez qu'ici on est en 0,2, ça se règle ici. Si j'étais en hauteur de couche de 0,12 par exemple, l'espace avec 0,2 pourrait poser un problème, pour les mêmes raisons que j'ai dit avant. Donc dans ce cas-là, on repart de l'idée qu'on part de la même hauteur de couche, 0,12, qu'on adapte éventuellement, et donc là on a une couche de libre entre le modèle et l'interface de contact, et qu'on vient éventuellement monter. Moi, dans ce cas-ci, j'aurais tendance à mettre à 0,15 ou à 0,16. Mais encore une fois, il faut tester. Des fois, je mets 0,15 et puis je trouve que ça va pas, alors je recommence et puis je reteste. Ça dépend des propriétés chimiques aussi du filament. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent avoir un micro-impact là-dessus qui font qu'on ne peut pas donner un chiffre précis. Alors, distance Z du contact inférieur, c'est la même logique que ce que je viens de dire ici, mais pour l'interface entre le support et le dessous du support. Ici, c'est le plateau. Ça pourrait être, par exemple, si on a des supports qui sont sur la pièce, par exemple de là à là, ça pourrait être par rapport à cette partie-là. Là aussi, il ne faut pas que ça colle. Pour vous montrer ça, je vais faire une peinture de support manuel. Donc, comme vous voyez ici, j'ai des supports dont le contact inférieur est au niveau du plateau, mais à la fois aussi dont le contact inférieur est au niveau du modèle. Évidemment, si je mets 0, ce contact-là, ce support-là va fusionner avec cette partie du modèle, et ça n'ira pas. C'est donc ça qu'on vient régler ici. Alors ici, soit on met comme au-dessus pour garder une cohérence, on va garder la même chose que le contact Z supérieur, soit on vient choisir ici 0,1, 0,2. Alors ensuite, motif. Le motif, c'est quoi? C'est en gros la manière dont Prusa Slicer détermine les lignes de matière déposées pour former la base de la structure. Il en existe 3, donc on a rectiligne, gris rectiligne et nid d'abeille. Rectiligne, ça ressemble à ceci, c'est en gros le profil par défaut, en tout cas le motif par défaut pour les supports de type ajusté ou gris, comme vous voyez ici. Son avantage, c'est qu'il est rapide à imprimer, c'est le plus léger et le plus économique en filament parmi ceux-là. C'est plus économique en organique, mais là, je renvoie à ce qu'on a vu plus tôt. Il est relativement facile à casser et à retirer après impression, et il a moins de contact avec la pièce, donc qui laisse des surfaces plus propres. Par contre, il est moins rigide sur les grandes hauteurs et il peut vibrer légèrement sur les supports longs ou fins. Ensuite, on a le gris rectiligne,
Comme vous voyez, il forme ici des grilles. Alors, il offre l'avantage d'être plus solide, mais évidemment, il consomme plus de matière. Et par contre, il est très adapté aux grandes surfaces planes, puisqu'il offre un meilleur soutien horizontal. Et donc, on va le réserver principalement aux pièces techniques, par exemple. Enfin, le support en nid d'abeille, comme ceci, ça offre une structure très rigide, tout en restant quand même relativement légère. Ça offre une excellente stabilité verticale et il se déforme pas facilement et il amortit bien les vibrations. Par contre, il nécessite aussi un ordinateur plus puissant pour être utilisé puisque le temps de slicing, l'algorithme met plus de temps à le découper et il peut être plus difficile à détacher, surtout si les surfaces sont grandes et donc il est moins utile sur des petits supports puisque sa complexité en fait ne va pas apporter un gain réel. Et donc celui-là, il est idéal pour les grandes pièces, les supports très hauts ou les impressions en matériaux techniques où la rigidité est cruciale. Alors après vient une série de paramètres liés directement au motif. Alors avec une enveloppe autour du support, ça vient, alors c'est pas du tout utile avec les supports de type organique parce qu'ils sont déjà autoportants, mais en gros ça vient renforcer la structure de support existant. C'est pas vraiment utile la plupart du temps. Ça rend les supports plus fiables mais beaucoup plus difficiles à retirer aussi. Alors en gros ça donne ceci, vous voyez, on a ici, si je vous montre, tout un périmètre tout autour qui vient englober la structure de support. Si je le retire, on ne l'a pas et du coup, les supports peuvent plus facilement casser. Ça vient vraiment renforcer les choses, mais l'inconvénient, c'est que ça prend plus de temps à imprimer, ça prend plus de matière et c'est plus difficile à retirer. Alors, l'option ici, espacement du motif, vous voyez qu'elle est en gros disponible en mode normal. C'est vraiment l'une des options clés pour trouver un bon équilibre entre solidité du support, facilité de retrait et temps d'impression. Alors, le principe général, c'est quoi? Quand un espacement est faible, les lignes sont très rapprochées et donc le support est dense et solide. Quand un espacement est élevé, les lignes sont plus espacées, le support devient léger et facile à retirer, mais également moins précis et pourrait également se casser la figure en gros en cours d'impression. Alors, de base, ici, il est à 2 mm. De 1 à 2 mm, c'est très dense. On voit ici, c'est la distance qu'il y a entre ces deux lignes. Alors, si je le mets sur 1 mm, ce qui est très très dense, vous voyez, ici, mon motif en nid d'abeille, il est très serré. Il y a plein de petits alvéoles. Alors, 1 à 2 mm, c'est très dense et c'est plutôt solide, ou même très solide. Si on le met plutôt à 4 mm, vous voyez qu'ici, c'est beaucoup moins dense, c'est plus clairsemé. Et donc, évidemment, il y a moins de matière utilisée et il faut trouver le bon équilibre. Ça dépend également de la taille de votre pièce, puisque vous pouvez vous permettre d'avoir quelque chose de très clairsemé si votre pièce est très grande. Par contre, vous pouvez un petit peu moins vous le permettre si la pièce est toute petite. Alors, l'option d'après, c'est angle du motif. Vous pouvez voir ici que le motif, avec un angle de mis à 0, est dans un sens entre guillemets normal, dans ce sens-là. Mais vous pourriez, alors c'est encore une option plutôt expert ici, vous pouvez définir un angle spécifique si vous connaissez un petit peu l'orientation de votre pièce et vous savez où une pression de résistance mécanique est nécessaire. Donc par exemple, si je mets un angle de 35 degrés, vous voyez maintenant, par rapport à mon modèle qui est droit ici, vous voyez que mes supports vont plutôt dans ce sens-là. Alors rayon de fermeture, c'est uniquement avec les supports de type ajusté. En fait, avec les supports de type ajusté, vous voyez qu'il vient, pour épouser au plus près le modèle, il vient faire différents petits blocs de supports. On a celui-ci, on a celui-là, on a celui-là. Et il y a une ouverture ou une fermeture. C'est selon. En venant régler ceci, par exemple ici à 1 mm, ça dit quoi? Ça veut dire que s'il y a plus qu'1 mm de distance entre deux parties, ça reste comme ça. S'il y a moins qu'1 mm ou jusqu'à 1 mm, les parties vont fusionner pour ne former qu'un seul. Alors l'intérêt que ça reste distinct et que ça fusionne pas, c'est encore une fois moins de filaments, plus facile à retirer, mais peut-être moins supportant. Si je viens maintenant augmenter la taille ici et que je mets un rayon de fermeture à 10 mm, vous voyez que dans mon exemple, tout est fermé. Puisque y a en gros pratiquement plus aucune zone qui fait plus que 10 mm, parce que sur mon modèle, toutes les zones qui faisaient
de 0 à 10 mm ont fusionné entre elles. Et donc 10 mm, c'est vraiment très large. Laisser une zone de 10 mm, ça le support le faisait pratiquement pas. Il le faisait sur 2 endroits. Donc voilà en gros à quoi sert ce paramètre. Alors couche d'interface supérieure et couche d'interface inférieure, c'est quoi? On l'a vu, l'objet est mis en contact avec le support par des couches d'interface. Elles sont représentées ici en vert foncé. Ça veut dire qu'on a notre support comme ceci, et puis on a des couches spécifiques, donc les couches d'interface qui vont être en contact avec le support. On peut déterminer ici le nombre de couches. 3, c'est important. 0, c'est désactivé. Et on peut le déterminer pour les couches d'interface supérieures, c'est-à-dire celles qui sont au-dessus des supports, ou dans le cas comme on a vu tout à l'heure où il y avait des supports ici en dessous, celles qui sont en dessous du support. D'ailleurs, regardez là ici, on n'a pas du tout de couche d'interface à ce niveau-là. C'est réglé 0 ici. Alors quel est le but et pourquoi est-ce qu'on met 1, 2 ou 3 couches d'interface? Ces couches d'interface sont des couches qui sont plus denses que les couches de support normales, qui vont donc assurer un meilleur surplomb par rapport au modèle. Donc il faut imaginer un échafaudage où c'est beaucoup plus solide au sommet de l'échafaudage. Plus on met de couches, plus la densité est importante et donc plus le retrait peut être compliqué. Et pourquoi est-ce que le retrait devient plus compliqué? Pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a plus de matière, donc plus d'adhérence, puisque chaque couche d'interface supérieure est très dense, donc je l'ai dit avant, et imprimée à faible espace Z pour bien soutenir la pièce. Avec une couche, il n'y a qu'un contact minimal qui est facile à casser au retrait. Avec 3 couches, ces lignes s'empilent et fusionnent partiellement entre elles. Ça crée une surface solide et collée sous la pièce. Ensuite, les interfaces multiples répartissent la chaleur. Plus il y a de couches, plus il y a de la chaleur qui est accumulée pendant l'impression et la limite entre le support et la pièce devient donc plus soudée. Et c'est particulièrement vrai avec des filaments qui collent très fort comme le PETG ou l'ABS ou l'ASA. Ensuite, le slicer ne modifie pas la distance Z du contact. Donc la distance verticale Z entre le haut du support et la pièce reste la même que l'on mette 1, 2 ou 3 couches d'interface. Donc quand on ajoute des couches, on ne gagne pas d'espace de séparation supplémentaire, mais on multiplie les points de contact, ce qui rend le décollement plus résistant mécaniquement. Donc en gros, de manière générale, d'ailleurs ils le disent ici, léger par défaut important, moi je laisse à léger en général. Et pour inférieur, c'est le même principe, mais alors moi je le laisse à 0 en général pour inférieur, mais encore une fois, c'est vous qui devez voir en fonction de votre pièce. Alors, motif d'interface, on est dans la même logique que les motifs pour le reste. Donc, le motif va déterminer la solidité, la densité et donc la difficulté de retrait ou non. Dans Prusa Slicer, on a 2 choix. Donc, défaut. Quand on met par défaut, le motif d'interface va dépendre du type de filament. Et donc, on a 2 types. Alors, motif par défaut, c'est Prusa Slicer qui choisit et va choisir entre les deux, en gros, en fonction de si on utilise du filament soluble ou du filament non soluble. Et donc, on vous conseille de laisser par défaut. Quand vous utilisez du filament soluble, il choisit le concentrique. Pourquoi? Parce que le concentrique laisse une finition plus propre, qui aura moins de marques visibles, car le motif épouse beaucoup mieux la forme. Mais il est beaucoup moins efficace pour les grandes zones plates puisqu'il y a des risques de déformation et il est plus long à imprimer. Il est plus pensé pour les matières courbes ou organiques et donc, de manière générale, quand on utilise des filaments solubles pour faire l'interface, c'est plutôt vers ce genre d'objet qu'on va et donc vers ce genre de motif d'interface. Alors que le rectiligne qu'on utilise pour le reste offre un bon compromis entre l'adhérence et le retrait. Il crée un soutien régulier qui est idéal pour les surplombs plats. Il est plutôt rapide à imprimer, mais il laisse parfois de légères marques linéaires sous la surface. Et donc on l'utilise plutôt dans les cas où on n'utilise pas du filament soluble. Alors l'espacement du motif d'interface, lui, va, comme on a vu avant avec les autres options d'espacement, jouer sur la densité et donc également encore sur la difficulté du retrait ou non. Donc il y a plein de paramètres comme ça qui peuvent jouer sur la densité. De manière générale, retenez, plus c'est dense, plus c'est solide, plus c'est difficile à retirer, moins c'est dense, moins c'est solide, plus c'est facile à retirer. Et donc ici, par défaut, on a un espacement du motif d'interface à 0,2 et ça donne ceci. Vous voyez,
Entre les lignes, ici, on a un espacement de 0,2 entre ces deux lignes, celle-ci et celle-là. Si je mets à 0, ça va créer quelque chose de très solide, mais beaucoup plus difficile à retirer. Vous voyez, ici, on le voit, alors c'est pas entièrement slicé, mais là, il n'y a plus du tout. Ça respire plus du tout. C'est vraiment complètement condensé, et donc ça va faire une couche qui est pleine, hein, qui est solide. Alors pour boucle d'interface, vous allez devoir m'excuser, hein, mais parce que je ne comprends pas comment ça fonctionne. Alors ça dit, hein, recouvre la couche de contact supérieure des supports avec des boucles, désactivées par défaut, et j'ai testé, j'ai avec ou sans, je vois absolument aucune différence, donc je sais pas trop. Alors support sur le plateau uniquement, eh ben je pense que ça dit bien ce que ça dit. Donc quand on a un modèle un petit peu comme ceci, plutôt organique, il peut y avoir des supports qui partent du plateau et qui vont jusqu'à l'objet. C'est le cas ici. Mais il y a également des supports qui partent de l'objet jusqu'à l'objet. Si je mets support sur le plateau uniquement, vous voyez qu'il va générer des supports. Alors, mis à part ceci, je vous rappelle que c'était des supports peints. Donc, je vais supprimer pour que vous voyez plus clairement, sinon ce sera un petit peu flou pour vous. Donc si je supprime les supports peints, vous voyez qu'il ne génère des supports que là où son support peut partir depuis le plateau. Et par exemple ici, il va avoir un gros surplomb parce qu'en fait, il n'arrive pas avec ce type de support-là. Avec un support organique, c'est différent. Mais avec ce type de support-là, il n'arrive pas à venir se placer ici. Si je mets support partout, vous voyez qu'il a des supports là en dessous du menton également, pour venir faire en sorte que ce ne soit pas en surplomb. Comme je le disais, l'utilisation de supports organiques dans ce cas-là rend les choses un petit peu plus permissives. Vous voyez ici, si je mets support sur le plateau uniquement, il arrive avec des supports de type organique à venir se positionner aux endroits plus compliqués. Alors la distance x et y entre un objet et ses supports, là aussi, là c'est quand même assez clair, c'est la distance qui est permise sur le côté, donc on ne parle pas par rapport à l'interface de support, mais sur le côté, entre un objet et une partie du support, une branche par exemple. Plus c'est proche du modèle, plus la stabilité sera bonne, et donc c'est idéal pour des zones fines ou verticales, ça réduit également les risques de vibration, mais également il y a un plus gros risque que ça soit trop proche et que ça colle au modèle et que ce soit plus compliqué à retirer. Et à l'inverse, plus c'est loin, plus le retrait sera facile puisqu'il n'y aura pas de risque qu'une partie du support colle sur la pièce, une partie latérale du support colle sur la pièce, mais ça offrira moins de stabilité pour les supports assez hauts. Alors ça peut s'exprimer en millimètres ou en pourcentage, c'est vous qui choisissez. En pourcentage, c'est par rapport à la largeur du périmètre extérieur, et donc 80% ça va être plus petit qu'un périmètre extérieur, et donc c'est très proche, vous voyez ici on est quand même super proche. Si je mets 150%, ça va être plus grand, et vous voyez là j'ai plus d'espace à ce niveau-ci. Alors vous le voyez oui ou non, mais il y a plus d'espace, hop, si on le montre comme ça, c'est peut-être plus évident. Donc là, à 150%, et là, à 80%, on est beaucoup plus collé. On peut l'exprimer en millimètres. Ça, c'est vraiment une question, ça dépend que de nous. Alors, ne pas supporter les ponts, c'est quoi ? Alors, rappelons un peu le principe. Un pont, c'est une zone où l'imprimante dépose du filament dans le vide entre deux points déjà imprimés, par exemple entre deux murs. Normalement, Prusa Slicer peut décider d'y placer des supports si la zone est trop longue. En activant ne pas supporter les ponts, on indique explicitement au slicer de faire confiance aux capacités de pontage de notre machine et de ne pas générer des supports, même si elles sont techniquement suspendues. Alors pourquoi faire ça ? L'avantage, c'est moins de supports inutiles, on économise du filament, une surface inférieure plus propre car il n'y a aucun contact avec le support, il n'y a aucun contact de support sous le pont pour autant que le pont fonctionne bien, c'est pour ça que c'est expérimental et que c'est risqué de le faire. Et puis évidemment, on simplifie le retrait puisqu'on a moins de zones à détacher. Et donc, c'est pas forcément conseillé d'activer ça si vous ne savez pas ce que vous faites. Enfin, une dernière option qui est aussi vraiment pratiquement à jamais utilisée, c'est synchroniser avec les couches de l'objet. Donc, c'est quoi concrètement ? Donc, c'est quand on imprime, on a nos couches ici et les couches des supports peuvent être de hauteurs différentes.
pour combler l'espace entre le dessus. Et puis ça va dépendre si on a une interface de support ou non, etc. Vous voyez qu'il est grisé, il n'est pas activable par défaut. Pour qu'il soit activable, il faut que la distance Z de contact supérieur ici soit à 0. Et alors il est activable. Et dans ce cas-là, il va générer exactement les couches des supports à exactement le même endroit que les couches du modèle. Et donc, voilà, on peut le voir ici. C'est donc parfaitement aligné l'un avec l'autre. Alors, l'avantage, c'est qu'on a une interface plus propre qui a moins de purges en multimatériaux. L'inconvénient, c'est que le temps d'impression est plus long et que les supports vont être plus collants et c'est principalement utilisé avec des impressions multimatériaux ou des supports solubles. Enfin, on a une série d'options relatives aux supports organiques. Donc, on l'a vu, les supports organiques, ce sont ces supports-ci en forme d'arbre. Ici, on va pouvoir régler une série de paramètres. Par exemple, l'angle de branche maximale, ça va déterminer avec quel angle maximum la branche va pouvoir aller. Si je laisse à 40 degrés, comme c'est le cas ici, il va pouvoir aller jusqu'à 40 degrés. Ça permettra par exemple d'avoir le support un peu plus loin et qui vienne toucher des zones plus difficilement accessibles, mais évidemment, ça risque de déstabiliser le support et donc qui casse. Si je réduis ça, que je le mets par exemple à 20 degrés, vous voyez qu'ici, mon support est plus rigide. Il va plus droit, il s'axe moins et il y a des zones qui sont moins supportées. Et si je mets à 10 degrés, vous voyez qu'il ne peut même plus venir supporter cette zone-là, puisque les arbres ne peuvent pas courber suffisamment. Alors, l'angle de branche préféré, c'est l'angle par défaut, quand l'arbre ne doit pas éviter une partie de l'objet. Alors, diamètre des branches, il faut faire attention ici, ce sont donc le diamètre le plus fin. Comme vous voyez ici, nos branches sont un petit peu en triangle. Elles sont très épaisses à la base et plus elles montent, plus elles deviennent fines. 2 mm correspond au plus fin qu'on accepte pour notre modèle. Si je mets plus, par exemple 10 mm ici, vous voyez que je vais avoir des énormes branches comme ceci. Et si je mets plus petit, on va avoir des pointes plus marquées, comme c'est le cas ici. Alors, pourquoi utiliser des pointes plus petites ou plus grosses ? Là, on est toujours dans notre logique de densité versus non-densité. Donc, plus la branche va être fine, et plus en montant elle va être fine, plus elle va être facile à retirer, moins elle va laisser de traces sur le modèle, mais plus elle va également risquer de casser ou de vibrer pendant l'impression. Donc c'est à privilégier pour les petits modèles sur lesquels on veut vraiment, par exemple, une petite miniature avec une petite épée sur lesquelles on veut quelque chose de très fin. Et à l'inverse, plus ça va être gros, plus ça va être compliqué à retirer, mais plus ce sera stable. Alors, en gros, 1,5 mm à 2 mm, c'est une bonne moyenne pour la plupart du cas. Passez à 1 mm quand vous faites des pièces vraiment toutes petites ou des pièces avec plein de petits détails, comme le buste par exemple, qu'on a vu ici. Et pour des pièces plus grandes ou techniques, privilégiez 2 à 2,5. Alors, l'angle de diamètre des branches, c'est l'angle qui va déterminer à quelle vitesse, si on veut. Alors, un angle ne détermine pas une vitesse, mais vous allez comprendre ça plus vite. À quel moment la branche va rétrécir. Par défaut, il est à 5 degrés et ça donne quelque chose comme ceci. Si on met un angle plus bas, vous voyez qu'il va tellement lisser la vitesse ou la hauteur ou le développement de la branche qu'en fait, il n'est pas capable de faire autrement que d'avoir à peu près la même taille en bas qu'en haut. À l'inverse, si on met un angle beaucoup plus grand, par exemple à 15 degrés, là, il va se développer beaucoup plus vite, donc il va partir d'une base beaucoup plus large pour arriver à la taille qui est attendue de lui une fois qu'il est arrivé. Alors, comme vous le voyez, l'arbre a des branches et ces branches peuvent avoir une double paroi. Vous voyez, ici, il y a une double paroi. C'est pour renforcer la solidité. Et ça devient à une seule paroi à un certain moment donné quand ça devient plus petit. Ça vient se régler ici, un diamètre des branches à double paroi. En gros, ça dit que quand passe en dessous de 3 mm, on n'a qu'une seule paroi. Ou, à l'inverse, quand on a une branche qui est plus large que 3 mm,
on met une double paroi. Si je mets 0, eh ben vous voyez que je n'ai jamais la double paroi. Hein. C'est toujours qu'une seule paroi. Enfin, diamètre de la pointe, ben, c'est plutôt explicite. C'est le diamètre ici du point de contact avec l'objet. La valeur par défaut, c'est 0,8. Plus il est petit, plus il est fragile, mais moins il laisse de traces. Vous voyez ici, et plus il sera facile à retirer. Et à l'inverse, plus il est large, plus il sera difficile à retirer, plus il laissera des traces, mais moins il sera fragile. Vous pouvez le voir comme ça ici. Enfin, densité des branches vient déterminer la densité des supports utilisés ici à l'extrémité des branches. Et donc là encore, plus la densité est élevée, plus c'est compliqué de retirer. Par défaut, elle est à 30% et je ne conseille pas de changer ce paramètre à moins que vous sachiez exactement ce que vous faites. Alors on arrive maintenant au paramètre de vitesse. Alors entre-temps, j'ai mis à jour le slicer, donc ça change pas grand-chose par rapport à la vidéo, mais comme ça, pour ceux qui ont l'œil fin, vous avez une... Alors ça change pas grand-chose pour la vidéo, mais bon, pour ceux qui ont l'œil fin, hein, vous aurez remarqué ce petit détail. Alors au niveau des vitesses, au niveau des vitesses, on a différents blocs encore d'options disponibles. Hein, donc les vitesses pour les déplacements, les vitesses de surplomb, les vitesses pour les déplacements sans impression, les modificateurs et enfin, vous voyez, ça ce sont des options très avancées. Personnellement, moi j'y touche jamais, mais on va quand même passer ça en revue. Alors première chose à savoir, c'est que c'est dépendant de votre machine. Donc vous voyez que si je change de machine, j'aurai des vitesses qui sont complètement différentes. Et autre chose à savoir, c'est que ici il y a une vitesse inscrite en millimètres par seconde. Si on vient mettre 0, en fait, ça met une vitesse automatique. Donc il va régler tout seul les vitesses sur base d'algorithmes qui estiment la vitesse qui devrait être. C'est pas forcément quelque chose que moi j'utilise et que je trouve intéressant. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est chaque type de déplacement. Donc ici, on parle des déplacements d'impression. Donc en gros, c'est quand il va se déplacer pour imprimer, hein, que ce soit clair. Et en fonction du type de choses qu'on imprime, les vitesses sont différentes parce que les besoins sont différents. Par exemple, les périmètres. Alors par périmètre, on entend les coques internes. C'est important pour la résistance et la précision dimensionnelle. Et on a tendance à les imprimer un peu moins vite que le remplissage pour garantir des parois propres et précises. Alors, si vous ne savez pas, petit truc pour analyser votre pièce en fonction de différentes formes, je vais prendre ici une forme, voilà, le benchy, je vais le découper, et ici, on peut demander vitesse ou vitesse réelle. Alors, si vous vous demandez quelle est la différence entre vitesse et vitesse réelle, donc vitesse, c'est très simple, c'est la vitesse demandée telle qu'on l'a définie dans le menu vitesse, donc ici, de Prusa Slicer. C'est une vitesse théorique, c'est ce que le slicer inscrit dans les G-codes au niveau des mouvements, par exemple les commandes G1, etc. En gros, c'est ce qu'on demande à l'imprimante, mais rien garantit qu'elle pourra le faire physiquement. Et la vitesse réelle, c'est la vitesse que l'imprimante peut réellement atteindre après prise en compte de plusieurs paramètres, par exemple l'accélération limitée de la machine, le jerk, la masse du chariot, etc. Donc cette vitesse est calculée dans l'aperçu du slicer en simulant des mouvements réels. Donc c'est ce qu'on a ici. Ça reste encore de la simulation, hein, attention. Et donc, au niveau des vitesses, on peut voir ici qu'en fonction des types de lignes, par exemple, on lui a demandé que pour les périmètres internes, il soit à peu près à 250 mm par seconde, et il y arrive sur certaines zones, mais vous voyez ici, il ralentit. Pourquoi? Parce qu'il va aller venir faire une courbe. Donc, il ralentit. Hein. Vous voyez, ça passe du rouge au jaune au vert. Il ralentit parce qu'il va venir faire une courbe. Donc voilà, c'est comme ça un peu qu'on analyse les vitesses et en fonction du type de ligne, du type d'élément, hein, donc périmètre extérieur, périmètre intérieur, remplissage. Vous voyez, ici, ça c'est un remplissage qui est en gris de 15%, hein, comme vous voyez là. Donc c'est comme ça qu'on analyse les choses. Revenons à nos vitesses. J'ai donc les périmètres qu'on imprime donc à une vitesse légèrement inférieure au remplissage. Hein. Vous voyez que mon remplissage ici est à 300 mm par seconde. Alors, si on l'imprime trop vite, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque d'y avoir des bavures ou des parois ondulées
avoir de l'imprécision. Et si on les imprime pas assez vite, il n'y aura pas de problème, hein. Vous allez perdre du temps, simplement l'impression sera plus longue. Plus on réduit la vitesse, meilleure on a une qualité visuelle et dimensionnelle. Périmètre court, ben, c'est toujours un périmètre, mais il s'agit ici de périmètres qui sont tout petits, hein. Ce sont des zones courtes, des petits détails autour de petits trous par exemple. Alors Prusa Slicer ici va ralentir volontairement. Vous voyez qu'on est ici à 170 mm par seconde. Et vous le voyez ici, hein, on a un périmètre court ici à 170 mm par seconde, car la tête doit décélérer ou accélérer souvent et le filament a moins le temps de se stabiliser. Et donc les petits détails sont très sensibles aux vibrations. C'est pourquoi on réduit la vitesse à cet endroit-là et aussi pour éviter l'accumulation de matière et donc des coins boursouflés. Alors, autre ligne, ce sont les périmètres extérieurs. Vous voyez qu'on a ici, ce sont en gros le mur, hein, la ligne qu'on va voir à l'extérieur ici. Vous voyez qu'ils sont encore réduits. La vitesse d'impression est encore réduite par rapport au précédent. Alors, pourquoi? Parce que c'est un paramètre qui joue beaucoup sur la qualité esthétique. On réduit la vitesse parce qu'un périmètre externe trop rapide, ça peut créer des stries. La moindre vibration aussi va se voir, hein. Ça va être assez visible. Et vu que c'est la surface que l'œil voit, eh ben, on veut la priorité à la qualité. Le principe à retenir, c'est que la vitesse des périmètres externes doivent toujours être inférieure à la vitesse des périmètres. Alors, le remplissage, c'est en général la vitesse la plus élevée dans notre impression. Quelle que soit l'imprimante utilisée, c'est vraiment le maximum en vitesse d'impression. On va le trouver au niveau du remplissage. En tout cas, en vitesse théorique. Parce que vous voyez qu'ici, sur mon modèle, en vitesse réelle, eh ben, c'est pas vraiment le cas, c'est même plus lent. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses qui viennent, hein, d'autres règles, d'autres paramètres qui viennent s'appliquer par rapport à ce qu'on avait expliqué sur la vitesse réelle, les limites de la machine, etc. Si je prends un autre modèle, hein, vous voyez par exemple ici le lapin et que voilà, j'ai mis un remplissage gyroïde. Vous voyez qu'on a des zones où le remplissage va moins vite. Alors pourquoi techniquement ici? C'est parce qu'on s'approche fort du remplissage des couches supérieures vu qu'on est toujours proche d'une couche. Par contre, si on vient voir ici au milieu, eh ben, vous voyez que le remplissage, c'est vraiment la vitesse maximum, hein. Donc on approche en vitesse demandée les 300. En vitesse réelle, c'est plus mitigé. Alors pourquoi est-ce qu'on peut se permettre d'imprimer plus vite avec le remplissage qu'avec le reste? Eh ben, c'est une zone où qu'on ne voit pas, où la précision dimensionnelle n'est pas cruciale et où s'il y a des petits défauts de qualité à cause de l'impression, on s'en fiche un petit peu. Alors, on a également les couches solides supérieures, hein. Les couches supérieures, c'est quoi? C'est ça, ici. Vous voyez, ce sont des remplissages à 100% qui sont vraiment tout au-dessus, hein, qui sont au niveau des couches supérieures et qui viennent en fait faire le pont, la liaison entre le remplissage et les couches supérieures. On en retrouve au-dessus, hein, vous voyez ici c'est ce qui est en rouge. Et en dessous, vous voyez qu'on a les couches de remplissage solide, hein, ici en violet. Si je regarde la vitesse, vous voyez qu'on a une vitesse d'impression ici sur ces parties-là qui est élevée, qui est plus élevée qu'ici au centre. Alors là encore, c'est parce qu'il y a des règles qui s'entremêlent. Ici, vous voyez que quand on passe, on a une couche de remplissage solide qui est à vitesse élevée. Alors si on regarde ici au niveau de nos paramètres, vous voyez qu'en remplissage solide, on est à peu près à la même vitesse que le périmètre, enfin pas à peu près, on est à la même vitesse que le périmètre, c'est-à-dire en dessous du remplissage, et que pour le remplissage solide supérieur, on est largement en dessous. Alors pourquoi la différence entre les deux types de remplissage solide et pourquoi moins de vitesse? On imprime un petit peu plus lentement le remplissage solide parce que c'est un remplissage qui doit bien se souder au périmètre, qui doit éviter les trous et qui doit vraiment bien rester propre au niveau des surfaces inférieures. Et donc il est imprimé un petit peu plus lentement que le remplissage normal pour ces raisons-là, pour assurer, hein, puisqu'il y a toujours une logique très simple, plus on imprime vite, plus il y a des risques qu'il y ait des défauts. Le remplissage solide supérieur, lui, est un petit peu particulier. Vous le voyez ici en bleu.
c'est-à-dire vraiment très 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 faible au niveau de la vitesse d'impression. On imprime si faiblement parce que c'est un paramètre qui est critique pour l'esthétique. Il faut éviter que les lignes se déforment, et donc c'est à ça qu'ils servent. Il faut empêcher l'apparition de trous et il faut obtenir un dessus propre et lisse. Et c'est la raison pour laquelle ces couches-là sont imprimées bien plus lentement et largement plus lentement. Alors, au niveau des supports, vous voyez qu'on a une vitesse d'impression qui est réduite par rapport à la vitesse, par exemple, du remplissage ou des périmètres. Pourquoi? Parce que là, il faut trouver le bon équilibre entre, on s'en fiche qu'ils soient esthétiques, les supports. On va les jeter ou les recycler après. Donc, ça n'a pas d'impact sur l'esthétique du modèle. Donc, on peut imprimer un petit peu plus vite pour cette raison-là. Par contre, on n'a pas envie qu'ils se cassent la figure. Donc, ils sont en général plutôt fragiles et ils peuvent vite se casser la figure si on imprime trop vite. Donc, il faut trouver un point d'équilibre entre la vitesse et la solidité. Et voilà, et c'est pour la raison pour laquelle ici, par exemple, on est à 120 mm par seconde, c'est à peu près la moitié du périmètre. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête, à peu près la moitié de la vitesse d'impression des périmètres. L'interface des supports, vous voyez qu'elle peut être exprimée en pourcentage ou en millimètres par seconde. Et elle s'exprime par rapport, si elle s'exprime en pourcentage, elle s'exprime par rapport à la vitesse d'impression des supports. Si vous mettez 50% et que vous modifiez ici les supports et que vous mettez 200, ça imprimera à 100. C'est pour ça que des fois on utilise des paramètres fixes en millimètres par seconde et puis des paramètres qui sont proportionnels avec un pourcentage pour qu'on n'ait pas besoin de changer chaque fois tous ces paramètres. Vous pourriez très bien utiliser cette règle de proportionnalité avec les autres, vous voyez, les autres choses qui dépendent d'un paramètre précédent. Ici, par exemple, vous pourriez vous dire, tiens, les périmètres sont à 250, sont à une valeur X, et les périmètres courts seront toujours à 60 ou 70% de cette valeur X. Si je change ma valeur X, ça changera automatiquement les périmètres. C'est pas ce que j'ai fait ici, mais vous pourriez le faire. Donc, revenons à notre interface de support. L'interface de support est, je le rappelle, une couche dense entre les supports et la pièce. Et cette zone doit être propre, précise et uniforme pour bien soutenir le modèle. Et c'est pour ça qu'elle est imprimée avec une vitesse très très faible. Ici, on va être à 60 mm par seconde. Au niveau des ponts, on est toujours sur cette logique. Je vous rappelle, les ponts, on l'a vu avant, c'est-à-dire c'est un fil qui est tiré entre deux points, sans support du tout, et il faut qu'il y ait un excellent refroidissement. Si on va plus lentement, le froid qui émane du ventilateur de la buse aura plus de temps à venir durcir le fil qui est fondu, et donc à être plus solide, plus stable et à offrir comme ça un pont qui s'écroule moins. Au-dessus des ponts, qu'on exprime en pourcentage habituellement, c'est une couche qu'on va venir imprimer au-dessus du pont. Alors le pont va être pas très très propre ou un peu propre, mais on va venir imprimer une couche au-dessus. On doit faire en sorte que cette couche soit le plus propre possible. Si je prends cette pièce par exemple, vous voyez qu'on a ici des pièces qui sont en pont. Là ici le bleu clair c'est le remplissage du pont. Si je regarde la vitesse, vous voyez que la vitesse est plutôt faible ici à 65 mm par seconde. Et on voit ici le pont vu par au-dessus. Si je regarde la couche juste après, vous voyez que c'est vraiment extrêmement faible. Voilà, c'est ce paramètre au-dessus du pont. Enfin, remplissage des trous, c'est un paramètre où on va ajuster la vitesse lorsque Prusa Slicer devra combler des petits espaces entre des périmètres et donc combler des petits trous. C'est pas au niveau d'un perçage, mais c'est vraiment quand dans un modèle, il doit combler des trous de l'espace entre des périmètres. Alors, je sais pas si dans la pièce ici, j'en ai pour vous le montrer, mais vous voyez, c'est par exemple ce genre de choses-là. Et ça nécessite de la précision, donc moins de vitesse, pour éviter les surextrusions. Enfin, lissage, ça c'est en fonction du paramètre lissage. Si vous activez ici dans remplissage lissage, donc ça je répète, j'ai expliqué avant, c'est comme si on prenait un fer à repasser et qu'on venait passer une couche qui va venir chauffer délicatement et imprimer doucement quelque chose pour rendre plus lisse. Si on active le paramètre lissage, donc ici par exemple il n'est pas activé,
et vous voyez que la couche d'au-dessus sera comme ça. Si j'active le paramètre lissage, que je vais mettre sur la partie supérieure, j'ai maintenant le lissage qui est accessible. Alors le lissage est imprimé extrêmement faiblement, à faible vitesse, justement pour garantir la plus belle qualité possible. Et si je le fais maintenant, vous voyez, ça change, hein. On voit pratiquement plus rien au niveau des petites lignes. Ce sera extrêmement fin. Si je redésactive mon lissage, eh ben, l'impression sera comme ça. On verra un peu des lignes. Ce ne sera pas aussi propre qu'avec le lissage activé. Par contre, si on voit la différence, imprimer comme ça me prend 6 minutes. Avec le lissage, ça me dure 9 minutes, 8 minutes. Donc, sur un petit modèle comme ça, vous allez me dire, c'est pas très important, mais il s'agit vraiment d'une toute petite pièce. Si je prends un cube plus important et que je désactive le lissage, voilà, vous voyez mes couches supérieures seront comme ça. J'ai pour 5h17 d'impression en mode normal. Et si j'active le lissage, j'ai pour 2 heures de plus d'impression. Mais ce sera très très fin. C'est à vous à estimer toujours l'équilibre nécessaire pour votre production, votre impression. Alors, vitesse de surplomb dynamique, vous voyez ici que c'est une option qui est activable en mode expert. Je rappelle le surplomb, ce que c'est. C'est une zone qui est complètement dans le vide entre deux points. Et cette option-ci permet de dire à Prusa Slicer d'adapter automatiquement la vitesse d'impression lorsqu'il détecte un surplomb. C'est une option que je conseille de laisser activer dans la majeure partie des cas. Hein, ça peut avoir un impact notamment sur la précision dimensionnelle et donc si vous savez clairement ce que vous faites, ne le faites pas, désactivez-le. Mais dans la majeure partie des cas, je conseille quand même de le laisser activer. Et c'est une option qui se base sur les chevauchements. Alors, chevauchement, qu'est-ce que c'est? Si je reprends mon petit Benchy et qu'on vient regarder ici, vous voyez qu'il y a une zone avec absolument aucun chevauchement. Les lignes ne se chevauchent pas, il y a juste rien en dessous. Ça, c'est le chevauchement à 0%. Et puis, on a des lignes avec des chevauchements et un pourcentage ici de chevauchement. Donc, plus ici, vous voyez, là, on a plein de chevauchements. Là, on a un chevauchement qui est décroissant. Et bien, activer cette option, donc comme je le dis, va permettre de dire à Prusa Slicer d'ajuster sa vitesse automatiquement en fonction de ce pourcentage de chevauchement, ce qui lui permet de bien détecter les ponts. Alors, ici, dans mon exemple, hein, vous voyez que là où c'est 0%, il va imprimer très faiblement à 15 mm par seconde. Là où il détecte 25% de chevauchement, il va imprimer à 25 mm par seconde. Là où il détecte 50% de chevauchement, il va imprimer à 50 mm par seconde. Et à 75% de chevauchement, vous voyez que là, c'est réglé en pourcentage. Eh ben, c'est un pourcentage de la vitesse des périmètres externes. Encore une fois, je rappelle, cette vitesse est sujette à d'autres variations parce qu'il peut y avoir un chevauchement au niveau de périmètre court, il peut y avoir des chevauchements au niveau de différents autres types dans la structure de l'objet qui font que, vous voyez ici, on n'a quand même pas 70% du périmètre court, même si on est dans des zones de chevauchement à peu près 70%. Alors, les vitesses pour les déplacements sans impression, ça c'est en gros la vitesse, c'est la vitesse que la plupart des marques vantent quand ils parlent de leur machine qui va à 1000 mm par seconde ou 1200 mm par seconde. C'est rarement la vitesse d'impression, on prend le chiffre le plus gros possible et c'est la vitesse à laquelle le déplacement se fait sans impression. En gros, quand par exemple votre tête va retourner sur son homing, enfin voilà, donc c'est simplement la vitesse quand il n'imprime pas. Alors évidemment, ça influe sur la vitesse d'impression puisque les déplacements, il les fait pas uniquement au début et à la fin de l'impression, il fait des déplacements sans impression pendant l'impression. Vous voyez, là ici, hop, il fait sa ligne et puis il passe là et il va passer à cet autre point. Et ce point-là, ce déplacement-là est un déplacement sans impression. Plus ce déplacement est rapide, plus il va reprendre l'impression sur son autre point. Donc, quand on les additionne tous ensemble, hop, ça finit par avoir une impression plus rapide. Toutefois, pourquoi ne pas mettre une vitesse absolument dingue pour ces impressions-là, enfin pour ces mouvements-là? Premièrement, si on va trop vite, on augmente le risque de stringing, c'est-à-dire que la buse a été tellement vite au moment de ce déplacement-là
qu'il restait encore un tout petit peu de filament qui vient donc créer une espèce de ligne, alors que si la buse se déplace un petit peu moins vite, il va reprendre sans avoir déposé le filament. Ensuite, ça peut avoir un impact sur des effets qu'on appelle de vibration, du ghosting. Ça peut aussi provoquer des claquements moteurs. Le moteur a une certaine endurance et il ne peut pas encaisser tout. Donc, il faut vraiment respecter les limites maximum que le constructeur a données pour sa machine. On peut essayer de pousser plus loin, mais c'est à vos risques et périls. Quand est-ce qu'on peut le modifier? On peut le modifier si jamais on veut réduire le temps d'impression, on peut l'augmenter, mais avec les risques que j'ai cités. Si on veut, pour les choses que j'ai dit avant, on peut le diminuer si jamais on observe qu'il y a du stringing excessif, si on voit qu'il y a du ghosting sur la pièce, s'il y a des claquements moteurs. Donc du ghosting sont des petits effets comme ça d'artefacts qu'on va trouver sur la pièce à cause des vibrations provoquées au moment de l'impression. Et on a un paramètre similaire pour les déplacements en Z, puisqu'ici on parle des déplacements en Y, donc quand la tête se déplace en étant à la main moteur, alors que le déplacement en Z, c'est quand la tête se déplace en hauteur. Ici, vous voyez que la vitesse est extrêmement faible. Alors, c'est pas forcément la vitesse quand il se déplace quand vous faites un homing et que vous demandez de remonter la tête tout en haut. C'est vraiment lors de l'impression. Donc, il faut imaginer les Z-hop. C'est par exemple une petite élévation pour éviter de toucher une pièce. Lorsqu'il y a une rétraction, quand on refait un repositionnement vertical ou entre deux couches. Donc, ce sont vraiment des petits mouvements qui sont faits par la tête au moment de l'impression. Ils sont très lents. Pourquoi ? De 1, les moteurs NEMA sont puissants, mais ils sont lourds. Et on a une espèce d'inertie mécanique qui est relativement importante lors de ces mouvements-là. Et donc, il y a un risque, alors c'est en anglais, de skipping steps, donc un risque de perte de pas, ce qui pourrait provoquer des couches décalées en Z. Il peut également y avoir un risque de, alors encore une fois un terme anglais, de wobble, ou en tout cas d'accentuation de ce risque-là, c'est-à-dire des oscillations qu'on peut voir apparaître en Z. Et si on le fait, ça c'est si on le fait trop vite, et si on ne le fait pas assez vite, on va rallonger le temps d'impression. Ça peut gêner les stratégies anti-stringing qu'on peut avoir par ailleurs avec d'autres paramètres. Et puis, ça ralentit chaque Z-hop, ce qui fait qu'en sorte, ça ralentit l'impression. Alors, vient ensuite la rubrique modificateur. Alors, modificateur, c'est quoi? Ce sont finalement des règles d'exception sur les vitesses standards qui sont là. Alors, on a la vitesse de la première couche. Je pense que le nom est assez explicite. C'est une vitesse qui, vous voyez ici, est extrêmement réduite d'impression de cette première couche, ici. Vous voyez que c'est toujours en fonction de vitesse théorique. Donc, on a le remplissage sur la première couche et on a aussi des périmètres sur la première couche. La vitesse de la première couche, c'est la vitesse des périmètres, alors que la vitesse de remplissage de la première couche solide, vous voyez ici, il y a une différence, c'est ici. On a demandé à peu près 45 ici au niveau de ces périmètres. Il y en a deux, un périmètre intérieur, un périmètre extérieur. Et on a demandé à peu près 100, et c'est ce qu'on a au niveau du remplissage solide de la première couche. Alors, donc ce sont les valeurs qui sont reprises là. Alors, pourquoi faire une vitesse plus réduite pour cette première couche ? Parce que cette première couche est vraiment critique. C'est elle qui va garantir, ou en tout cas améliorer, ou diminuer plutôt le risque d'échec pendant l'impression. Elle doit garantir une adhésion parfaite au plateau, et donc pour ça on imprime nettement plus lentement que le reste, comme ça le filament a le temps de s'écraser, l'extrusion est plus régulière, les erreurs de hauteur de Z sont mieux tolérées, et on réduit également le risque de coin qui se décolle. Alors la vitesse ici est déjà rapide, c'est parce que c'est une imprimante, la Core One L, qui permet d'imprimer plutôt vite. Donc là, si vous avez une bambou et tout ça, ça sera plutôt ce genre de vitesse-là. Sur des imprimantes plus modestes qui gèrent moins bien les vitesses, on va plutôt être aux alentours de 20 mm par seconde à ce niveau-là. Et ici, il est bloqué parce que je n'ai pas activé l'impression d'un radeau. Mais ici, dans l'onglet support, si j'avais activé une couche de radeau, vous voyez que maintenant c'est débloqué. Si je reprends mon petit modèle, j'ai un radeau, une première couche qui est imprimée très faiblement sur laquelle l'objet est posé. Mais évidemment, on a toujours une première couche de l'objet en lui-même.
on imprime cette première couche de manière beaucoup plus lente parce que justement le radeau n'offre pas la même accroche que directement sur le plateau. Au niveau du contrôle de l'accélération avancée, vous voyez déjà qu'on a une autre valeur en millimètres par seconde carré et qu'on retrouve à peu près tout ce qu'on avait au niveau des vitesses d'impression globales, périmètre, etc. Donc je ne vais plus vous réexpliquer l'intérêt d'imprimer plus vite ou moins vite avec le périmètre ou le remplissage solide. Mais par contre, vous expliquez déjà pourquoi est-ce qu'on est en millimètres par seconde carré et pourquoi on pourrait vouloir modifier ces valeurs. Alors, pour comprendre pourquoi millimètres par seconde carré, un tout petit peu de physique, mais je vais essayer de vulgariser. Dans une imprimante 3D FDM, tous les mouvements sont exprimés en millimètres, ou en tout cas la plupart des mouvements. Et la vitesse est exprimée en millimètres par seconde, on l'a vu. Donc, pour exprimer la variation de vitesse dans le temps, il faut, et donc une accélération, c'est une variation de vitesse dans le temps, c'est-à-dire que à un temps 1, la vitesse ne va pas être la même qu'à un temps 2, on va utiliser une formule qui est accélération est égale variation de vitesse sur variation dans le temps. Et donc cette formule-là que vous voyez affichée à l'écran. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en physique, vous allez me demander oui, mais pourquoi est-ce que justement on n'utilise pas le G? Un G c'est 9810 mm par seconde carré, ce qui correspond à l'accélération terrestre. Eh bien, parce que cette unité n'est pas pratique pour une imprimante où les mouvements se mesurent en millimètres, où les vitesses sont en millimètres par seconde, et donc on aurait par exemple une vitesse de 3000 mm par seconde, ferait 0,31 G, ce serait pas assez, ce serait compliqué à gérer pour le G-code. Voilà la raison pour laquelle c'est utilisé. Et autre question plutôt pour les électromécaniciens, pourquoi est-ce qu'on ne l'exprime pas en steps par seconde carré? Puisque justement, les firmware internes, Marlin et Clipper, convertissent ces accélérations, 3000 mm par seconde carré, en pas moteur. Eh ben, le problème, c'est que les slicers doivent rester le plus universel possible, et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de travailler comme ça. Ça, c'était pour le petit point info. Alors, c'est évidemment une valeur qui est très liée aux capacités physiques de votre machine. C'est pourquoi on les retrouve par défaut avec avec toutes les machines. Et je conseille absolument de ne pas toucher à ça, sauf si vous savez précisément ce que vous faites. Et d'ailleurs, je ne vais pas expliquer plus pour ne pas vous encourager à toucher. Pourquoi dans le périmètre externe, il faut une valeur comme ça? Bon, vous voyez qu'on a quand même une corrélation avec l'ordre de grandeur des vitesses qu'on a là, parce que j'ai pas envie que vous cassiez votre imprimante. Alors, ici, l'onglet avancé également, que je ne conseille pas de toucher, c'est en fait des petites règles de sécurité. Vitesse d'impression maximale, c'est la vitesse à laquelle, quoi qu'il arrive, aucune vitesse d'impression, on ne parle pas de déplacement, ne pourra dépasser. Ce qui veut dire que si vous mettez ça ici et que vous mettez 500 ici, eh ben, il ne dépassera pas les 300. Et la vitesse volumétrique maximum, c'est relatif à la vitesse volumétrique du filament et ça limite la quantité de matière extrudée par seconde. Donc, on avait vu ça avant dans la vidéo ou dans la vidéo précédente, je ne sais plus, dans laquelle je vous explique que on a beau mettre des vitesses d'impression les plus hautes possibles, si au niveau du réglage des filaments, vous voyez ici, au niveau du réglage des filaments, dans avancé, j'ai une vitesse volumétrique maximum de 24 mm3 par seconde, eh ben, la vitesse d'impression sera toujours limitée par cette vitesse volumétrique maximum. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, en vitesse, même si j'ai demandé une vitesse théorique, hop, je remets de 300, j'étais qu'à 294. Si je viens modifier ici et que je mets 50, alors il y a peu de filaments qui font du 50 mm3 par seconde, mais c'est pour vous illustrer ça. Vous voyez que maintenant, il a débloqué et il monte jusque 300. Et ça, c'est un point à savoir. Il arrive souvent qu'on me dise « oui, j'ai mis les vitesses, pourtant ça reste lentement, etc. » et qu'un mauvais réglage au niveau de la vitesse volumétrique maximum vient limiter la vitesse d'impression. Ça, c'est un point vraiment auquel il faut faire attention. Attention toutefois de ne pas mettre une vitesse volumétrique maximum trop grande. Et pour ça, on peut calibrer le filament. Et j'ai fait d'ailleurs même deux vidéos, je vous montre ces deux vidéos-là, dans lesquelles vous allez retrouver des explications sur comment faire des tests d'impression pour calibrer notre vitesse volumétrique maximale.
Alors ici, elle est à 0, ben, ça ne veut pas dire qu'on veut une vitesse de 0, ça veut dire qu'elle est en mode automatique, ça veut dire qu'elle ne va pas surpasser ce qu'on a au niveau du réglage des filaments. Si vous voulez, vous pouvez dire, voilà, moi je mets 20 et ça veut dire que si le filament, je vais par exemple mettre 20 ici, et vous voyez que mon maximum, il est à 250. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le slicer a compris que, ok, on est limité déjà par rapport aux 300 qu'on avait ici avec le filament. Le filament, donc ça c'était ce qu'on avait avant, nous limitait parce qu'avec 24 mm3 par seconde, on ne pouvait pas avoir une vitesse d'impression maximum à 294 mm par seconde. Mais avec ce paramètre mis ici, qui est mis à 20 mm3 par seconde, le slicer dit oui, mais ne viens pas regarder ça, c'est moi que tu prends en considération. Et donc on est limité à 20 au lieu de 24, ce qui fait qu'on a une vitesse de l'impression ici du périmètre, du remplissage, pardon, qui est limité encore plus, non pas à 294 ou 294, mais à 250. Alors, pour plutôt votre culture générale, parce que ça c'est vraiment un truc que je ne conseille pas de toucher, c'est l'égaliseur de pression. Vous voyez que c'est en expérimental. Alors, en gros, c'est quoi? Lorsqu'une imprimante accélère, la pression monte dans la buse, et lorsqu'elle ralentit, la pression de la buse reste élevée pendant un instant. Ça peut provoquer une surextrusion en sortie de virage, une sous-extrusion en accélération, des parois irrégulières, etc. Les firmware modernes, Marlin, Clipper, corrigent cela avec un paramètre qu'on a déjà vu, c'est dans les réglages, dans la vidéo précédente, et dans la calibration, c'est le Pressure Advance ou le Linear Advance. Pour des anciennes imprimantes qui ne possèdent pas un firmware qui prend en charge, une version plus ancienne ou un firmware qui ne prend pas en charge cette Pressure Advance, Prusa Slicer ici offre une solution logicielle de compensation. Attention toutefois, c'est moins performant que les solutions qu'on trouve dans les firmware récents, et je ne vais pas ici vous expliquer quelle valeur mettre, mais voilà, on va se limiter à savoir à quoi ça sert. Alors, au niveau des extrudeurs multiples, ça c'est un menu qui est utile uniquement si vous avez une machine multitête, par exemple une Prusa XL. Comme vous voyez ici, je suis sur la Core One, je n'ai qu'un seul extrudeur. Et le chiffre ici correspond à quoi? À quel extrudeur est utilisé pour quel type d'impression. Quand on n'a qu'une seule machine, c'est très simple. L'extrudeur 1 est utilisé pour les périmètres, l'extrudeur 1 est utilisé pour le remplissage, l'extrudeur 1 est utilisé pour les jupes, et pour le reste, alors là, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils font que pour ces trois paramètres, on est obligé de mettre le nom de l'extrudeur, le numéro de l'extrudeur, pardon, et que pour ces autres paramètres, on peut dire simplement 0, c'est-à-dire que ça correspond à l'extrudeur en cours. Mais voilà, donc pour cela, on dit, il n'y a pas un extrudeur particulier, c'est l'extrudeur en cours qui le fait. Si je prends une imprimante multitête, ici ma Prusa XL, j'ai 5 extrudeurs différents. Je peux venir lui dire, pour les périmètres, alors on parle ici d'une utilisation en monocouleur. Évidemment, si on est en multicouleur, on va être dans une logique différente puisqu'on aura déjà dit dans le slicer que la couleur orange, par exemple, est faite avec l'extrudeur 1, que la couleur rose est faite avec l'extrudeur 2, etc. Mais ici, par exemple, on pourrait dire, je veux que tu fasses les périmètres en PLA, mais que l'intérieur, par exemple, tu le fasses en PETG. J'ai mon PLA sur l'extrudeur 1, j'ai mon PETG sur l'extrudeur 2. Je viens donc dire, hop, 2 pour le remplissage. Donc ça, c'est la logique et c'est comme ça que ça fonctionne. Pareil pour les supports, vous pourriez dire, vous avez du PLA et du PETG, vous pouvez dire, j'imprime ma pièce en PETG, donc je veux que ce soit imprimé avec l'extrudeur 2 pour ces trois-là, mais par contre, je veux que les supports soient imprimés avec l'extrudeur 1. Parce que sur mon extrudeur 1, j'ai mis du PETG, par exemple. Donc, voilà un petit peu la logique de fonctionnement de ce menu. Attention, la logique s'applique également pour le MMU si vous utilisez l'unité multimatérielle et même si vous n'avez pas plusieurs extrudeurs. Ensuite, prévention des coulures, c'est quoi? Il faut imaginer la Prusa XL avec ses 5 têtes. Elle vient de finir d'imprimer, la buse est chaude, elle se range et la deuxième vient prendre et commencer son travail. La première n'aura pas été complètement refroidie et donc il y aura un risque de coulure, un filament qui coule lentement hors de la buse et donc qui crée des gouttes ou des fils parasites. La fonction ici, prévention des coulures,
vient réduire le risque en refroidissant automatiquement la buse inactive pour éviter que le filament ne s'écoule. Et la valeur ici, variation de température, hein, vous voyez, c'est un delta de température, c'est 110 degrés. Donc on demande à la buse de diminuer sa température de 110 degrés pour éviter les coulures. Il s'agit d'une option expert que je ne conseille pas de à laquelle je ne conseille pas de toucher. Alors, tour de nettoyage. Petit point d'attention, il faut faire la différence entre une tour de nettoyage et une tour de purge. Ici, il s'agit bien de la tour de nettoyage. La tour de purge sert à purger l'ancien filament lors d'un changement d'outil. Son objectif, c'est donc de vider la buse du filament précédent. Alors que la tour de nettoyage sert plutôt à stabiliser l'extrusion, même sans changement de couleur. Et on peut le comprendre avec une Prusa XL, par exemple, ici dans Prusa Slicer. Donc on est sur un multitête, on n'a pas besoin de vider la couleur précédente puisque c'est toujours la même. On a une couleur dans la tête 1, une couleur dans la tête 2, donc on n'a pas besoin de vider pour passer à l'autre couleur. Par contre, on a besoin de stabiliser l'impression. Alors, au niveau des options qu'on a pour ça, activer, c'est très clair. On l'active ou non. Je vais ici faire une petite mise en couleur, donc elle est ici. Vous voyez, on l'a activée et elle est ici. En fonction du nombre de changements de tête, ça va avoir un impact dessus. Sa largeur, ici exprimée en millimètres, 60 mm, c'est l'option par défaut. C'est pas dur, c'est ici, c'est sa largeur. Plus on la fait large, plus ça utilise du filament, plus on perd du temps, mais plus on stabilise la buse. Plus on la fait petite, plus en montant en hauteur, elle va risquer de s'effondrer. Donc encore une fois ici, il s'agit d'une question d'équilibre et de trouver vraiment le juste milieu. Au niveau des valeurs, moi je conseille d'osciller entre 40 et 60 mm. 60 mm si on utilise des matériaux très différents ou qu'on imprime à haute vitesse, entre 40 et 50 pour le reste des impressions. La largeur de bordure de la tour de nettoyage, c'est ceci. Vous voyez que dans notre tour de nettoyage, on a une petite bordure. Cette bordure qui est imprimée tout autour de la tour sert à améliorer l'adhérence de la tour au plateau. Parce que évidemment, si la tour se casse la figure en cours d'impression, on n'aura plus le même effet et on va avoir du filament qui va couler dans le vide et qui va venir éventuellement ne pas être retiré de la buse et venir salir, abîmer l'impression en cours. Une valeur classique, c'est entre 2 et 5 mm. Vous voyez qu'ici, je suis à 3. La distance maximale de pont, alors il faut imaginer que la tour n'est pas remplie à 100% et donc des fois, il faut réaliser des ponts internes. Et ici, plus la valeur est grande, plus le pont sera long et donc plus il y a des risques de défaut. À l'inverse, plus la valeur est petite, la tour sera très très dense, on n'aura plus vraiment de pont et ça va consommer beaucoup de filaments. Donc là encore une fois, une question d'équilibre. La valeur de 8 mm me paraît être une valeur tout à fait correcte sur laquelle il ne faut pas trop toucher, sauf si vous savez ce que vous faites. Alors, l'angle au sommet du cône de stabilisation, on peut décider que le sommet de la tour soit conique. Pourquoi ? Pour offrir une meilleure stabilité mécanique. Avec un petit angle, la tour, plus on va monter, plus elle sera effilée. Si j'imprime en grand, vous voyez ici, mon cône de stabilisation, c'est ceci, c'est l'espèce... voilà, c'est le cône qui maintient. Il est ici réglé à 25 degrés. Si je n'en mets pas et que je mets à 0, vous voyez que j'ai une tour qui est toute droite comme ça. Ça prend moins de place sur le plateau, mais il y a un risque d'effondrement plus grand. A l'inverse, si je mets un angle beaucoup plus grand, vous voyez que j'ai une tour qui sera probablement plus stable, mais par contre qui prend énormément de place sur le plateau et qui va prendre plus de filaments également. Entre 20 et 30 degrés est une valeur qui est plutôt correcte. Alors, l'espacement des lignes de purge de la tour de nettoyage, alors ici on parle de purge quand même, mais c'est pas très clair. Il s'agit de l'espace, alors le nom le dit, de l'espace entre les lignes. Donc, si on met 100%, ici c'est à 150%, si on met 100%, les lignes sont très très denses. Si on met à 150%, les lignes sont espacées et à 200%, les lignes sont très espacées et donc la tour sera plus fragile. C'est ce qu'on peut voir ici. Vous voyez, ici, la valeur, c'est 150%. Si je mets 100%, vous voyez que c'est collé.
Et si je mets 200%, ben vous voyez que c'est encore plus large. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait régler ou modifier ce paramètre? Plus on fait espacer, donc plus la valeur est grande, ben moins on va consommer de matière. Mais donc, je l'ai dit, la tour sera moins solide. Et à l'inverse, si on fait ça bien espacé, la tour sera plus solide, mais ça consommera plus de filaments. Vous voyez que c'est une valeur expert. Je conseille de ne pas y toucher. Alors ici, donc dans tour de nettoyage, ça mélange un peu des choses pour la tour de nettoyage en tant que telle, Prime Tower, et en même temps une tour de purge. Et ici, débit supplémentaire, c'est vraiment pour une question de purge. Par exemple, c'est plutôt pour le MMU dans ce cas-là, puisqu'on n'a pas plusieurs extrudeurs. Ça permet de venir définir une purge supplémentaire, donc une extrusion supplémentaire. Si la valeur est à 100%, on a juste l'extrusion normale qui se fait au moment de la purge. Mais si on met une valeur à 120%, il va extruder 20% de matière en plus pour bien s'assurer qu'il n'y ait plus du tout du filament précédent. Alors une valeur standard pour ceci, c'est 100%. Alors, pas de couche sans changement d'outil, ça c'est une option, il faut être attentif, il faut être vigilant. C'est une option qui demande à Prusa Slicer d'utiliser la tour à chaque couche, même s'il n'y a pas de changement d'extrudeur. Alors pourquoi? La tour restera plus solide, surtout en hauteur. Le risque, ça réduira le risque que la tour se casse ou s'incline, et donc il y aura plus de stabilisation. Mais par contre, le problème, c'est que ça utilisera plus de matière. Vous allez me dire, oui, mais de toute façon, elle imprime en hauteur, quoi qu'il arrive. Vous allez voir la petite différence. Si je prends ici mes outils, vous voyez que j'ai des changements d'outils à différents endroits. Je passe de l'orange au violet à l'orange, parce que j'ai colorisé comme ceci ma pièce. Si on regarde la tour de purge, aux endroits où il y a un changement d'outil, il vient mettre un peu plus de matière. Vous voyez ici, hop, ça c'est la purge en fait sur la tour de nettoyage. Et il fait ça à chaque fois. L'option dont on parle ici, ce n'est évidemment pas de ne pas imprimer à chaque couche la partie extérieure de la tour, mais c'est de faire en sorte que tout au long de la tour, il y ait ce remplissage. L'impact sur la quantité va être énorme et sur le temps d'impression aussi. Enfin, préparer tous les extrudeurs d'impression, c'est de demander au moment de l'impression que tous les extrudeurs soient déjà chauds et prêts et qu'on n'attend pas le changement de tête ou d'outil, le changement d'outil pour se mettre à faire chauffer l'extrudeur. Alors, l'avantage, c'est que le changement d'outil devient plus rapide, mais le désavantage, c'est que comme tous les extrudeurs restent chauds, il y a plus de risque de coulure et ça consomme beaucoup plus d'énergie. Et on a également un risque de carbonisation sur les extrudeurs inactifs, donc c'est pas forcément une option qu'on conseille d'activer. Alors ensuite, on a toute une série d'options avancées sur lesquelles je vais passer très vite. Alors, coque d'interface, c'est quoi? C'est un réglage qui force Prusa Slicer à générer des coques solides entre deux volumes ou des matériaux adjacents. Et donc, autrement dit, il ajoute une ou plusieurs couches planes là où des matériaux se touchent dans une impression multi-extrudeur. Pourquoi est-ce que ce paramètre existe? Parce que quand on imprime en multimatériaux, par exemple du PLA translucide et un PLA opaque, ou un PLA plus du support solide, du PLA ou du TPU, la transition entre ces zones peut être visuellement moche ou fragilisée, mal soudée, etc. Et donc les coques d'interface viennent corriger ça. Alors qu'est-ce que ça fait exactement? Ça insère une espèce de périmètre plein entre les matériaux, une espèce de barrière comme un mur solide, ce qui permet une séparation nette des matériaux et une meilleure adhérence mécanique. Alors là encore une fonction experte, largeur maximale d'une région segmentée, c'est en fait la limite maximale que Prusa Slicer considère comme étant une zone segmentée, c'est-à-dire une zone trop fine que pour accueillir plusieurs périmètres standards. Concrètement, si une paroi est plus fine que cette valeur, Prusa Slicer va appliquer des techniques spéciales, donc des segments d'extrusion adaptés. Si on met la valeur à 0, cette segmentation est désactivée. Ça sert surtout à quoi? À contrôler comment les parois très fines vont être traitées et éviter les sous-extrusions dans les micro-détails. Ça a un intérêt en multi-extrusion, mais ça aurait également un intérêt avec les autres, en uni-extrusion. Donc voilà, sa place ici me paraît un peu obscure. Et lié à ça, la profondeur d'emboîtement d'une région segmentée, qui va s'activer que si je mets quelque chose ici, vous voyez, définit jusqu'où les zones segmentées peuvent s'intégrer dans des zones voisines pour optimiser le remplissage.
Donc voilà, c'est une option qui dépend de celle-là. Alors l'imbrication en poutre, c'est un paramètre qui peut être assez intéressant. C'est un paramètre qui active un système d'extrusion basé sur des poutres et c'est très utilisé pour les zones trop fines pour les périmètres classiques. C'est un peu, si on veut, dans la logique de l'arachné qu'on va trouver dans d'autres slicers. Et si on active cette option, on a toute une série d'options, hein. Donc la largeur de l'imbrication de la poutre, c'est comme ça dit, c'est la largeur. Plus elle est grande, plus ce sera solide, mais plus ce sera visible. La direction, c'est dans quel sens on va donner. Donc on parle vraiment de zones très fines pour lesquelles il y a vraiment des tout petits détails. On est vraiment sur quelque chose de très très spécifique. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin ici dans cette explication-là. Attention toutefois, j'ai dit qu'on est dans une logique ici d'arachné. Il ne s'agit pas du générateur de moteur arachné, c'est autre chose. C'est quand on est dans le générateur classique, avoir un comportement qui se rapproche de ce qu'on a dans l'arachné. Alors au niveau des options avancées, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la largeur d'extrusion, les chevauchements, le flux pour les ponts, la découpe et le fameux générateur de périmètre arachné. Et ensuite, des paramètres personnalisés, mais là, moi personnellement, j'ai jamais touché à ça. Alors, la largeur d'extrusion par défaut, attention, on parle de largeur, hein, pas de hauteur, ça correspond à réellement la largeur réelle du trait de plastique déposé par la buse. On a une buse de 0,4, mais vous voyez que la largeur est plus large. Hein. Pourquoi? Parce que la buse vient légèrement écraser le filament au moment où il la dépose, donc ça fait un effet d'écrasement qui vient faire en sorte que la largeur est plus importante. On peut demander pour la première couche, pour avoir plus de stabilité, de venir écraser encore un petit peu plus pour que la largeur soit encore un petit peu plus grande. Alors plus le chiffre est élevé, hein, plus la couche va être écrasée, et donc plus la largeur sera grande, mais aussi moins ce sera précis, moins ce sera beau. Et c'est pourquoi on a une variation de largeur en fonction du type de couche qu'on imprime. Si on prend par exemple la différence entre les valeurs et le remplissage solide supérieur, vous voyez qu'il est plus petit parce qu'il s'agit de la largeur des couches planes du dessus, hein, donc les couches solides supérieures. Et on a besoin pour ces couches-là d'une qualité de surface meilleure et donc moins de surépaisseur visible, donc on réduit pour avoir plus de précision. Au niveau des supports, on réduit encore plus. Pourquoi? Parce que l'écrasement entre les couches pourrait faire en sorte que le support soit plus difficile à retirer. Enfin, calcul automatique des largeurs d'extrusion, c'est une option qui permet de dire au slicer de déterminer lui-même la meilleure largeur selon la géométrie, l'auteur de couche, le type de motif, etc. Il est désactivé par défaut, vous pouvez l'activer si vous préférez. Alors pourquoi, vous allez me dire ou vous allez me demander si on a besoin de plus de précision et plus propre, on ne fait pas en dessous de 0,4, c'est purement physique. On ne peut pas avoir Donc le trou de la buse est de 0,4. Quand c'est une buse de 0,4, si c'est 0,2, les valeurs sont différentes. On ne peut pas avoir moins de filaments qui coulent de la buse. On peut avoir une largeur plus large parce que la buse va venir écraser la couche, mais elle ne va pas pouvoir contracter la couche. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Alors au niveau du chevauchement, remplissage et périmètre, c'est une option qui permet quoi? C'est une option qui définit de combien le remplissage doit empiéter sur les périmètres. Hein. Donc il y a un moment donné où les remplissages viennent se mélanger au périmètre un petit peu. Pourquoi? Pour améliorer l'adhérence entre le périmètre et le remplissage, éviter les trous entre les parois et le remplissage, et puis surtout rendre la pièce plus solide. Alors 15% est une valeur par défaut qui est pas mal. Vous pourriez mettre plus, mais le risque c'est qu'il y ait un impact sur l'aspect extérieur et sur la précision dimensionnelle. Alors ratio de flux pour les ponts, ça c'est un périmètre que vous pouvez changer si vous trouvez que vos ponts sont pas assez bien imprimés. En gros, c'est quoi? C'est un débit d'extrusion spécifique qui est utilisé pendant un pont par rapport au débit normal. 1, c'est 100% du débit normal, 0,9 c'est 90%, 1,2 c'est 120%. Ça, c'est la logique. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait ajuster ce paramètre-là? Lorsqu'on imprime un pont, le filament est tendu dans le vide. Il doit s'étirer sans s'affaisser ou en s'affaissant le moins possible. Il doit essayer de rester rectiligne et il doit se coller légèrement sur les bords d'appui.
Si un débit est trop élevé, le filament risque de s'affaisser, le pont risque de gondoler et les brins collent entre eux au lieu de s'étirer. Et à l'inverse, si le débit est trop faible, la ligne casse, le filament ne colle pas sur les bords et le pont a des trous. Alors, Prusa Slicer ajuste déjà automatiquement avec d'autres paramètres, on l'a vu. Donc ici, c'est un paramètre qui vient écraser les autres et qui doit être modifié que si on observe des défauts majeurs à l'impression. Alors, découpe, il ne s'agit pas ici du tout du mode de découpe où on va découper une pièce. Il s'agit en fait d'une optimisation des petits trous ou des micro-espacements dans le modèle lorsqu'ils sont inférieurs à un rayon. Alors, lorsqu'ils sont inférieurs à ce rayon. Donc en clair, on peut dire que si un espace est trop petit pour être imprimé proprement, Prusa Slicer va le fermer. Et on a une série d'options pour gérer ça. Le mode de découpage, on vient choisir ordinaire, c'est un mode normal. Pair-impair, c'est un mode qui est utilisé surtout pour les avions. Et fermer les trous, ça dit bien ce que ça dit, ça permet de fermer les petits trous qu'il pourrait y avoir. Au niveau de la résolution du découpage, c'est la résolution qui est utilisée pour calculer les contours du modèle lors de la découpe interne. À 0, ça veut dire que c'est automatique. Ici, c'est lui qui va gérer. Résolution du J-code, c'est un paramètre qui détermine la précision avec laquelle les mouvements courbes sont convertis en segments droits dans le J-code. Alors plus la valeur est petite, plus meilleure sera la précision des arcs et des cercles, mais évidemment, et donc plus la pièce sera nette, mais évidemment, plus il y aura de lignes de J-code et donc le fichier sera beaucoup plus gros. Là encore, c'est des choses qu'il ne faut pas forcément gérer par défaut. Bref, des options que je maîtrise même pas moi forcément beaucoup et à laquelle moi je ne touche jamais, donc où je ne vais pas venir plus loin dans les explications. Alors les options du générateur de périmètre Arachné, on a vu plus tôt dans la vidéo qu'au niveau des couches et périmètres, on pouvait activer le générateur de périmètre Arachné. Alors pour rappel maintenant, qu'est-ce que le générateur de périmètre Arachné ? C'est un générateur de périmètre qui permet au slicer, donc à Prusa Slicer, de faire varier la largeur d'extrusion pour remplir les zones trop fines, éviter des trous, améliorer les arrondis, etc. Donc qui utilise des largeurs d'extrusion variables, là où le générateur de périmètre classique utilise une largeur fixe. Et c'est à ce niveau-ci qu'on peut venir, alors vous voyez, globalement ne le faites pas. Vous n'avez pas forcément besoin de modifier les paramètres du générateur de périmètre Arachné, mais si jamais vous savez ce que vous faites et que vous en avez besoin, c'est ici dans Avancer et dans Générateur de périmètre Arachné que vous allez trouver ça. Alors, angle du seuil de transition des périmètres, c'est quoi ? C'est l'angle à partir duquel Arachné commence à ajuster progressivement les largeurs de périmètre. Donc concrètement, si l'angle est plus grand que ce seuil, la largeur change automatiquement, et s'il est plus petit, c'est le périmètre normal qui est appliqué. La marge du filtre de transition des périmètres, c'est quoi ? C'est un filtre qui évite d'appliquer la transition lorsque les changements sont trop petits ou trop rapides. Ainsi, Arachné va ignorer les micro-transitions en dessous d'un certain seuil. Le seuil ici est à 25%. La longueur de transition des périmètres, c'est quoi ? Ça définit une distance sur laquelle Arachné doit graduellement changer la largeur de ligne. Plus la transition est longue, plus le changement de largeur sera doux. Et meilleure sera la qualité esthétique, mais ce sera plus lent et la précision à très petite échelle diminuera. Alors, le nombre de distribution des périmètres, c'est quoi ? C'est le nombre de fois où Arachné peut répartir ou redistribuer les périmètres pour combler les zones fines. Si on met à 1, c'est le comportement classique. Si on met à 2, il va faire une deuxième passe d'optimisation. Et si on met à 3, il va mettre une correction supplémentaire et donc ce sera encore plus lent. Au niveau de la largeur minimale du périmètre, c'est quoi ? C'est la largeur la plus fine qu'Arachné est autorisé à utiliser. C'est vraiment important comme paramètre. Ça permet d'imprimer des zones fines sans laisser de trous. Si on met trop bas, il y aura un risque de sous-extrusion. Et si on met trop haut, Arachné ne peut pas affiner assez et donc ça fera des trous dans la paroi. Et donc la valeur de 85% en général est conseillée. Enfin, la taille minimale d'éléments à 25%, c'est la taille minimale qu'Arachné essaiera d'imprimer. Donc si un élément est plus petit que cette valeur, il sera tout simplement ignoré, il n'y aura pas de périmètre et pas d'extrusion. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pour éviter d'imprimer des artefacts, pour éviter certains mouvements inutiles et pour éviter des dépôts invisibles, des stringing, du blob ou des petits points, etc.
Alors, paramètres personnalisés, je n'ai jamais touché à ça. C'est quoi? Ça permet de venir mettre des chaînes codées en JSON pour définir nos propres paramètres supplémentaires. Et donc, en fait, si on veut programmer un petit peu plus Prusa Slicer, donc je ne vais pas vous expliquer ça ici. Si vous savez l'utiliser, eh ben, vous y connaissez plus que moi. Au niveau des options de sortie, on a quelques options qui permettent de déterminer comment l'objet sera imprimé ou comment le fichier JCode sera généré. L'impression séquentielle, c'est compléter des objets individuels. Concrètement, c'est quoi? Imaginons que je veuille imprimer ici ces deux benchies. Le comportement normal, c'est qu'il va imprimer les couches sur l'ensemble du plateau. Et donc, il va faire les deux benchies en même temps. Vous voyez, tac, 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 on monte de couches. Si on vient régler ça ici en objet individuel, le comportement normal est différent. Il va d'abord imprimer un objet, et puis il va imprimer l'autre. Alors attention, on ne peut pas regrouper trop les objets parce qu'il lui faut une marge de manœuvre autour de lui pour éviter le fait que la tête vienne toucher ou basculer l'impression qui aura déjà été faite. Alors J-code commenté, hein, ça c'est surtout, c'est très peu utile pour la plupart des gens. C'est surtout quand on partage le J-code ou qu'on veut travailler à plusieurs pour vraiment optimiser le J-code. Ça génère, en fait, quand on va générer le J-code, ça va générer des lignes de commentaires supplémentaires. Et donc, vous imaginez que tout le J-code sera beaucoup, beaucoup plus lourd, avec des explications de chaque section, des paramètres utilisés, etc. Donc c'est utile pour apprendre ou diagnostiquer un problème d'impression ou pour faire le debugging de son J-code manuellement, mais tout devient plus lourd, plus long, les transferts, et même avec certaines imprimantes qui sont moins performantes, le firmware pourrait très mal le gérer. Alors marquer les objets, ça, je sais pas trop ce que c'est, donc je vais pas dire des bêtises. Et le format du nom de fichier de sortie, ça vous permet de venir mettre un masque sur le nom de fichier lorsque vous générez un J-code, par exemple, et que vous l'imprimez, et que vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Alors ici encore, substitution de J-code, c'est vraiment quelque chose de très 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 particulier. Je ne l'ai jamais utilisé. Ça permet en fait de venir faire un petit peu comme un contrôle H dans un fichier texte, hein, un rechercher remplacer. C'est de venir dire certaines commandes J-code générée lorsqu'on génère le fichier sera remplacée automatiquement par une autre qu'on va venir mettre ici. Donc par exemple, si je dis rechercher G1 et remplacer avec G0, chaque fois qu'il aura généré G1, il l'aura remplacé avec G0. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Ça peut servir par exemple à corriger un bug firmware ou à adapter une machine un peu exotique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un cas d'usage très très particulier. Enfin, le script de post-traitement, c'est quelque chose qui est un peu, mais de manière beaucoup plus puissante, dans le style de ce qu'on a vu avant, substitution de J-code. En fait, c'est un champ qui permet d'exécuter un script externe après que Prusa Slicer ait généré le J-code pour modifier ce fichier automatiquement. Et donc, c'est bien plus puissant parce que ça permet d'éditer tout le fichier J-code, d'ajouter, de supprimer ou de modifier des lignes de manière complexe, d'utiliser des langages complets comme le Python, le Bash, le PowerShell, etc., d'exécuter des commandes système, enfin bref, c'est un outil très puissant, mais que la plupart des gens n'utiliseront pas et que je n'ai personnellement jamais utilisé. Alors, l'onglet Notes ici, c'est un champ qui permet de venir rajouter au J-code qui sera généré un commentaire personnalisé. Et ce sera ajouté en tête du J-code. Attention, c'est vraiment un truc qui ne change absolument rien au J-code. Ça ne modifie rien, c'est simplement un commentaire pour mémoire ou si vous partagez le J-code pour informer la personne avec qui vous l'avez partagé de choses à savoir au niveau de ce J-code. Ici, je ne vais pas vous expliquer en détail, mais je vais vous expliquer à quoi ça sert. L'onglet Dépendance permet en fait de définir sur quelles imprimantes un profil d'impression peut être utilisé et sous quelles conditions. Donc en gros, on peut voir ça comme un filtre logique avec lequel Prusa Slicer vérifie si des conditions sont vraies. Si oui, le profil est disponible dans la liste pour une imprimante donnée, et sinon, il est marqué incompatible avec l'imprimante sélectionnée. Ça permet de faire en sorte, par exemple, que
Si on sait que quelque chose n'est pas du tout adapté à une imprimante qu'on a, hein, parce que ça lui correspond pas du tout, eh ben, on ne va pas pouvoir avoir cet élément du profil. Bon, alors, mon idée originale était de vous expliquer également l'onglet filament, hein, ici, filament, refroidissement avancé, mais la vidéo est déjà bien trop longue pour le moment. Elle est beaucoup plus longue que ce que je croyais. Donc, je vais garder ça pour une future vidéo à venir dans laquelle je parlerai également des réglages de l'imprimante. Donc, comme ça, cette vidéo reste vraiment axée sur les réglages d'impression purs et durs. Donc voilà, hein, cette vidéo a été très longue à réaliser. J'espère qu'elle vous sera utile. J'espère que la navigation par chapitre est également quelque chose qui est utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas, surtout mettez un commentaire, faites booster la vidéo en la mettant en avant pour qu'elle soit diffusée à un maximum de personnes pour m'aider dans l'algorithme, ça sera déjà pas mal. Puis si vous voulez, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton Super Thanks, ça me donnera un petit pourboire. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir sur mon groupe Facebook, hein, Techna Hub, si vous avez la moindre question. Voilà, c'est une communauté que je veux créer et que je veux dynamiser pour être là, pour aider tout le monde, pour partager. Donc, si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez les mettre en commentaire ou venir sur la page Techna Hub. Je vous y attends. Allez, je vous remercie et à la prochaine.